famille, relations. Le Doc Mayou. Voici votre animatrice, Janine Ross, et le psychiatre, Pierre Mayou. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Oui, bonjour Janine. Bonjour aux gens de l'Outaouais, Montréal. On parle des gens de Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Saguenay. Bonjour à tous. Tribune libre du vendredi. Vos préoccupations, on n'a pas de thème officiel aujourd'hui. Mais Pierre, Oui. me permetteriez-vous de commencer avec 2 courriels qui se répondent? Oui, et si on donnait les numéros de téléphone auparavant? Vous avez une idée assez pratique. Merci. J'allais encore l'oublier. 790-0224, 1-800-667-5241. Excellente idée, Pierre. Ça aide à faire des tribunes libres et à faire en sorte que les gens participent. C'est un courriel d'un homme. C'est des sujets qu'on a traités cette semaine. Sujet d'un homme, puis il y a une femme qui écrit, ils se connaissent pas, et je vous dis, c'est assez étonnant. Ça va être peut-être un petit peu long, mais Pierre, je trouve que ça vaut la peine. Je sais pas quelles sont vos réactions, là, mais c'est un homme qui écrit, il dit, j'ai rencontré une femme il y a maintenant 18 ans, Oui. on est mariés depuis 11 ans. Il dit, ça n'a pas été de tout repos. Cette femme-là avait eu 3 relations avant lui, OK? Et les 3 ex l'avaient dénigré par rapport à ses seins, par rapport à son ventre. Il dit, ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de patience pour arriver. Bon, il dit, j'ai réussi à donner confiance et à montrer qu'on pouvait respecter cette femme-là, qui n'avait pas reçu ni respect. Puis on l'avait plutôt sapé sa confiance. Il dit, le plus beau de tout ça, c'est qu'elle a appris à s'aimer. Il dit, ce que je veux dire à toutes les femmes de ce monde qui se sentent inférieures aux autres par rapport au volume de leur sein ou encore à leur ventre suite à des grossesses, c'est juste une petite phrase. Il dit, le jour, mesdames, où vous allez rencontrer un homme qui en a un peu plus au-dessous des épaules, il va se sacrer que vous en ayez un peu moins en bas des épaules. Et il finit une petite phrase du message d'un homme qui a su redonner vie à la femme de sa vie. OK? Et une femme qui a 30 ans, qui écrit à peu près la même journée. Elle dit, à 30 ans, je commence à faire la paix avec le corps qui m'a été donné et j'en apprécie plusieurs parties. Cette paix a été rendue possible après plusieurs années de réflexion, mais je dois également remercier certains hommes de mon entourage qui m'ont toujours trouvée belle, qui me l'ont dit et répété, et grâce à eux et à l'homme de ma vie, je suis dépassée. J'ai passé le stade de l'image. Je suis très attirante aux yeux de plusieurs hommes, et ceux que je n'attire pas, en général, ils ne m'attirent pas non plus. Alors c'est ça, tout dépend des yeux qui regardent, mais c'est par le regard d'un homme, des hommes qu'elle a côtoyés, qu'elle est parvenue, elle, à s'accepter, parce que j'ai passé un grand bout là, de son courriel, vous savez, c'est très difficile dans la vingtaine. Voilà, alors 2 courriers qui se répondent. Vous trouvez ça bon? Intéressant. Alors, on examine le rôle masculin. Ça pourrait peut-être rejoindre un petit point que je voulais emmener. Homme cherche modèle, un article dans la presse de Nathalie Collard. Concernant l'auteur Mathieu Robert Sauvé. Mathieu Sauvé, qui a écrit un livre intitulé « Échec et mal, les modèles masculins au Québec » du marquis de Montcalm à Jacques Parizeau. Selon lui, et je cite Nathalie Collard, « La crise qui frappe les hommes en Occident est plus sévère au Québec. On n'a qu'à regarder le taux de suicide, les problèmes de décrochage scolaire et de toxicomanie chez les jeunes hommes pour s'en convaincre. Les femmes, elle cite l'auteur, elle cite le journaliste Mathieu Sauvé, « Les femmes ont toujours exercé un pouvoir à l'intérieur de l'espace domestique, dit-il, et aujourd'hui, elles poursuivent leur lutte pour l'égalité à l'extérieur de la maison. » Je ne suis pas sûr que les femmes veulent l'égalité à l'extérieur de la maison, mais ça, c'est discutable. Autre point, il parle de notre passé au Québec. Notre passé, vu par Sauvé, se résume en quelques mots. Un peuple né pour un petit pain et qu'on exploite, des politiciens qui échouent dans leurs rêves d'indépendance. Même les terroristes, les FLQ, sont des losers, selon l'auteur qui semble nostalgique d'un type de héros avec un grand H, et d'une époque, écoute bien ça, et d'une époque où les valeurs associées à la masculinité étaient respectées et admirées. Un petit commentaire sur Roméo Dallaire. Je ne suis pas le seul à être légèrement
critique de Roméo. Même dans ce livre-là? Oui, oui. Sauvé encore. Un petit écorchage de Roméo Dallaire dans l'entrevue qu'il a accordée à Nathalie Collard. Roméo Dallaire, par exemple, c'est un homme qui est allé constater son impuissance, réponse cinglant Mathieu Robert Sauvé. Il a dénoncé ce qu'il a vu. Il a fait une dépression, c'est une victime. Tout ce qu'il a fait, c'est constater qu'il ne pouvait rien faire. Il n'y a pas une grosse opinion de l'homme de l'année 2004. La personnalité de l'année 2004. Écoute bien la suite. Et Mathieu Sauvé ne voit rien qui le réconforte lorsqu'il allume son poste de télévision. À la télévision, l'homme est toujours plus ou moins bien dans sa peau, plus ou moins malhonnête, crosseur, observe-t-il. Et je ne parle pas de toutes ces publicités qui dépeignent toujours les hommes comme des épais. Oui, ça c'est mon opinion. Oui, il y a des épais chez les hommes, mais tous les hommes ne sont pas des épais. Alors je trouve ça bien intéressant. Ça brasse en tout cas. Oui, ça brasse. beau petit livre, et merci Mme Collard, merci Nathalie. C'est un bel article, intéressant à lire. Et il y a du vrai là-dedans. Donc échec et mal. Mais est-ce que à la fin, c'est ça, vous l'avez pas lu au complet le livre? Oui. Non, Non, le livre, je ne l'ai pas lu. C'est un article de Nathalie Collard sur le journaliste Mathieu Robert Sauvé et son livre. Bon, échec et mal, c'est ça. Oui. Donc, après tout ça, Pierre, quand on constate, parce que ça, je pense que ça se recoupe avec bien des articles qui ont été écrits. Oui, mais avec ton courriel, je faisais le lien avec tes courriels. Ben oui, ça va dans la même continuité. Il y a des femmes qui disent, hey, il y a des hommes qui m'ont fait du bien. Oui. Mais tous les hommes, par contre, il y en a une qui a dit, elle a pogné 3 crosseurs, le 4e était correct. Il était mieux d'être patient, celui-là. C'est sûr que beaucoup d'hommes épais. Ça, c'est indéniable. Écoute, maintenant, ils ne sont pas tous là. Non, c'est ça. Et on peut faire équipe. Et on peut grandir ensemble. Tu sais, le premier courriel, 18 ans de relation, puis elle s'épanouit au bout de ça. Tu sais, il y est pour quelque chose, puis il est content. Il est content de ce qu'il observe. Il le récolte aussi, hein. Mais c'est ça, marcher ensemble vers un plus grand épanouissement, au lieu de se taper sur la noix. Je te fais une prédiction. Oui. Dans quelques années, on va parler de l'importance, non pas de la dépendance, mais de l'interdépendance. De l'interdépendance. Ah oui? Je te prédis, tu vas voir, dans quelques années, là, on va commencer à découvrir que on est pogné pour être interdépendant. De toute évidence, c'est ça. Oui. Mais vous dites, Pierre, que ça va se manifester dans les comportements. C'est ça que j'entends, là, moi. Tu veux dire? Ben, quand on va commencer à parler de l'interdépendance. Oui, on va découvrir. On va découvrir, là, une grande chose dans quelques années. On va découvrir l'interdépendance. Qu'est-ce que ça fait? En quoi ça nous aide à nous épanouir? En quoi ça contribue à notre niveau de satisfaction? Etc., etc. Ce qu'on appelait anciennement, Pierre, la solidarité. Oui. Homme-femme, femme-enfant, pardon, etc. Solidarité, OK. C'est qu'on a besoin les uns des autres. Alors, l'humain est un animal, mais un animal sociable. C'est-à-dire qu'il a besoin d'entrer en relation. Sinon, Robinson Crusoe, seul sur une île, il devait avoir l'air fou. On est trouvé longue un peu, je pense. La vie, hein? Oui. Tout fait plate et longue. Et il pouvait même pas apprécier son membre, ne pouvant le comparer. C'est une considération qui est chère à 50%. Et ne pouvant se le faire apprécier. L'interrelation. Comment vous avez dit? Interdépendance. C'est ça. Alors, le regard de l'autre sur soi. Oui. Ça l'exprime bien. Oui, puis l'interdépendance est soulevée, puis je te l'ai dit, puis c'est pas une blague. Dans quelques années, là, on va s'émerveiller devant les bienfaits de l'interdépendance. Alors là, on ne parlera plus d'autonomie. On va parler d'interdépendance. Avec une certaine dose d'autonomie, Pierre, pour balancer tout ça, sinon on va vers un autre déséquilibre. Tu sais? Donc, faire la balance de tout ça, et puis homme-femme, garçon-fille, marcher dans le même sens au lieu de se taper dessus. Moi, j'ai hâte qu'on sorte de ces guerres de sexe, pas idée. Qu'on sorte de ça et qu'on reconnaisse les différences en les utilisant mutuellement, mais pour l'avancement de tous. Hey, quel beau discours. Bon. Est-ce qu'on a le temps de prendre... On a 3 minutes, on a le temps de prendre un premier appel, peut-être. On a beaucoup de téléphones, on passe tout de suite à Geneviève. Bonjour, Geneviève. Bonjour, Janine. Bonjour, Dr Mailloux. Bonjour, Geneviève. J'ai un questionnement par rapport au père de mon fils, mon ex. Sa façon d'agir dans sa vie, j'ai peur que ça ait des répercussions négatives sur la vie de mon fils. Je m'explique. C'est un homme Est-ce que votre fils est aussi le sien?
Oui, absolument. Alors, je vous suggère à l'avenir de dire notre fils. Notre fils, d'accord. Oui. Et il a 1 an aujourd'hui. Donc, je crois pas que mon ex fait puisse le toucher ou qu'il puisse le comprendre juste à 1 an. Mais c'est un homme à femme. C'est un homme qui... bon, un exemple, à un moment donné, je suis arrivée à la maison chercher mon fils et il y avait une femme en pyjama dans le lit qui avait partagé le lit de mon ex avec mon fils cette nuit-là. Un autre soir, c'est une autre Est-ce que êtes-vous en train de dire que le fils dort avec le couple? C'est arrivé une fois. Ben oui. Ben oui. C'est arrivé une fois et c'est jamais la même personne. C'est pas une personne qui est stable, il n'est pas en relation stable avec une femme, c'est plusieurs femmes. Oui. Et je me demande à quel niveau moi je peux intervenir là pour que j'inculque des valeurs de mon Oh, fils. Geneviève. Je pense que ça va être court cet après-midi avec vous, là. J'inculque mes valeurs. Vous vous êtes baisé, ma chère. Commencez par reconnaître ça. OK? Alors, vous vous êtes croisé, vous vous êtes accouplé avec un moron Oui, qui est absolument. instable. Et vous allez payer pour ça, je peux vous le garantir. Alors, commencez par assumer. Puis vos petites valeurs à votre petit garçon, là, vous allez devoir mettre ça au frigidaire. Mais elle peut- Et faire le nécessaire pour que la situation soit pas si pire. Pour le petit garçon. Pour le petit garçon. Oui. OK? Oui. Sauver. Alors là, votre grande inculcation de valeurs, si vous vouliez agir comme ça, il fallu vous accoupler avec un homme qui partageait vos attitudes. Hey, ça va être longtemps, cette Oui, affaire-là. ça, hein. aujourd'hui, je le comprends, je l'assume, je sais que c'est peut-être une erreur, en parenthèse, de ma part. Puisque Ben, assumez-la, puis arrêtez de vous plaindre, puis faites pour le mieux dans les circonstances, OK? Bye, Geneviève. Pour que le petit bonhomme paye Non, pas écoute, trop. on s'accouple avec n'importe qui, bébé a 1 an, l'autre, il fourre avec n'importe qui. Voyons! Hey, il a pas commencé ça hier, là. Aujourd'hui, du docteur Pierre Deslauriers, qui vous... Sujet libre aujourd'hui, on parle à Steve. Bonjour Steve. Bonjour. Oui, bonjour, Steve. Bonjour. Écoute, pour commencer, j'aimerais ça te féliciter pour ton émission, Pierre, Dr. Maillot, Merci. et Janine. Merci. C'est très, très intéressant. C'est une vraie thérapie pour moi de vous écouter. Là, je passe mes après-midi à vous écouter. Mhm. J'aimerais juste j'ai une petite question. Moi, c'est à propos, là, c'est à propos du mariage. Mhm. J'aimerais savoir, là, moi, j'aimerais me marier, mais je crois plus vraiment au mariage. Mhm. J'essaie de découvrir pour quelles raisons. Là. Mhm. Mes parents se sont séparés à l'âge de 12 ans. Mhm. Puis c'est ça, je voulais savoir là, si ça aurait eu un impact là, sur mon avenir. C'est pas la séparation qui a eu un impact. C'est leur union. OK? Une séparation ne traumatise pas un enfant. C'est l'union, c'est ce qui a précédé. OK. Pour marquer un enfant, ça prend une répétition, habituellement. Une répétition d'attitude et d'atmosphère, ou le prolongement d'une atmosphère. Bon, mais Pierre, dans certains cas, la cassure comme telle, l'enfant qui vit plus du tout de la même façon, Non, est-ce non, que ça non, peut non. avoir Non, déstabilisé les enfants? Non, très peu. Malheureusement, très peu. Les enfants sont tous déstabilisés avant. OK, fait que tu dis que c'est l'union qu'il y a eu avant qui aurait pas avoir un impact. Ben oui, puis c'est lorsque vous pensez vous rapprocher d'une femme, c'est pas la séparation qui va vous venir à l'esprit, c'est la façon dont ont vécu ensemble vos parents. Oui, c'est vrai, ça. Et le mauvais exemple qu'ils vous ont donné, les morons. OK, c'est vrai, ça. Ben écoute, faut mettre l'emphase sur le bon point. C'est incroyable le pourcentage de fausses relations qu'on fait dans nos réflexions. Ça n'a pas de bon sens. Des faux liens. Des faux liens! Ouais. J'avais 12 ans quand mes parents se sont séparés, puis il n'y a rien là. Le problème, il n'est pas là. Il y a des individus que je vois, que j'ai vu en psychothérapie. Hey, séparation à 12 ans. Il y a des personnes qui me disent enfin, j'ai commencé à vivre. Fait que c'est pas une séparation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez Steve avant? Ben, OK, ouais. OK. Bon, ben, c'est bien. correct pour aujourd'hui? Je vous félicite beaucoup. C'est très, très intéressant. Ouais. Puis, votre opinion, Dr. Maillot, je trouve que c'est vraiment bon. Là, tout ce que vous dites, il y a des petits points c'est sûr que je suis peut-être moins d'accord, là, mais en général, là, c'est très, très bien. Excellent. Quel âge Surtout quand vous parlez des Mouktouk, là, je sais pas si vous parlez j'ose pas le dire, des Arabes, c'est ça? Non, pas les Arabes. Les musulmans, c'est une religion. OK, oui, c'est ça. Faut bien distinguer, c'est drôle, hein? On confond aussi la race avec la religion.
Oui, c'est vrai, ça, oui. Et c'est important à ne pas confondre, parce que tous les Arabes ne sont pas musulmans. Oui. Faire attention à ça. Allez, bye mon Steve. Bonjour, Steve. OK, on passe tout ça. Tranquillement, on se démêle. On se démêle ensemble tranquillement. Donc, avant la séparation, ça, Pierre, clairement dit, c'est parce que c'est vrai que c'est souvent associé à la cassure. C'est la cassure qui semble être traumatisante, mais non, c'est ça. C'est tout ce qui est venu avant, c'est la carence, c'est les chicanes. C'est le fait qu'on négligeait l'enfant pendant des années. Le traumatisme, il est extrêmement rare que quelqu'un soit traumatisé par un incident unique. Ça existe, c'est rare. La plupart des individus marqués à vie le sont suite à une répétition d'attitudes malsaines ou un prolongement d'une atmosphère dégueulasse. C'est peut-être difficile de s'y retrouver, Pierre, quand après la séparation, par exemple, les conditions sont pas mieux. Il y en a qui se retrouvent dans la pauvreté, l'insécurité, puis tout ça. Ça, par contre, après aussi peut être traumatisant, mais c'est deux niveaux différents. Pauvreté traumatise rarement. Bon. La misère sociale traumatise, la pauvreté rarement. Rarement vu des individus traumatisés par la pauvreté. Bon, mais l'insécurité qui va avec, c'est ça. L'insécurité qui suit un milieu où ça marche. En tout cas, ça traumatise. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit en opposition à la pauvreté? La misère. La misère, OK, c'est ça. C'est pas pareil, la pauvreté. Être pauvre, là, c'est relatif, ça. C'est la misère sociale. Ça, par exemple. Ça marque. Oh! Oui. Et c'est souvent associé aux séparations. Alors, on parle à Normand. Bonjour, Normand. Bonjour, Mme Ross. Bonjour, Dr. Bayou. Bonjour, Normand. Je souhaite que vous allez bien. Moi, j'ai une question concernant l'émission de la semaine passée sur la pilule du lendemain. Oui. Moi, j'ai manqué la moitié de l'émission. Je suis chauffeur de camion, là. Oui. Puis, une question qui m'a trotté dans la tête pendant une semaine de temps, c'est, là, peut-être 10, 15, 20 ans, les docteurs étaient réticents à donner ça sur une base régulière, c'était à chaque semaine ou à chaque mois, parce que ça déstabilisait peut-être le corps de la femme, là. Mais la nouvelle pilule, si la fille elle va à chaque semaine, est-ce que ça a le même effet que les anciennes pilules? C'est une bonne question, Normand. Je le sais pas. Vous posez une bonne question. Et, on prend ça comme un moyen contraceptif à ce moment-là. Et je vous assure que la nouvelle pilule abortive est associée. Non. Ce n'est pas une pilule abortive. Premièrement, faut être rigoureux dans le langage, là. La pilule du lendemain, ce qu'on appelle le plan B, OK, est une pilule qui empêche l'ovulation et empêche la nidation. Donc, ce n'est pas... Si l'embryon humain est déjà implanté dans la paroi de l'utérus, il n'y aura pas avortement. Donc, ce n'est pas une pilule avortive. OK? C'est quasi un contraceptif. Oui, sauf qu'il est très cher, Pierre, ça coûte 25 $. C'est la raison probablement pour laquelle personne ne la prendrait sur une base régulière et comme moyen de contraception. Alors, mais quelle est la fréquence sécuritaire pour répéter la pilule du lendemain, le plan B, qui est appelé le plan B? Je ne le sais pas. C'est une sacrée bonne question. Puis si jamais quelqu'un a la réponse à ça, quelle est la fréquence sécuritaire où une femme pourrait, lorsque ce sera en vente libre sur les tablettes, au lieu de prendre une pilule à tous les jours, de temps en temps, à quelle fréquence pourrait-elle, de façon sécuritaire, prendre ce comprimé-là? Ces deux comprimés-là. Oui. C'est une bonne question, mon Normand. Parce que ça me trottait, parce que vous parliez aussi de faire ça à vente libre. Oui. Et ma conjointe, elle a une fille, et elle commence à la puberté, puis moi, je parle avec ma conjointe, et puis moi, je donne des suggestions. Ma conjointe est un peu naïve, c'est rare concernant ça, parce que moi, quand je donne des informations, elle transmet à sa fille, parce que c'est pas mon domaine. Non, je comprends très bien. Et puis là, c'est ça, fait que là, moi, je vais poser la question, c'est que, OK, si elle arrive à 14-15 ans, et... tu sais, elle s'en va d'un party, un gars qui la trouve beau, elle se saoule, elle couche avec, elle fait ça 2-3 fois, puis elle se trouve à vente libre. Mais là, je veux savoir, moi, comme, selon moi, un adulte responsable, si je veux suggérer, si je demande à ma conjointe de suggérer ça, si ça mal pris. Vous avez une très bonne question. Et si la jeune n'est pas trop responsable, j'aime beaucoup la piqûre de Depo-Provera. Ah oui, ça dure, c'est 3 ou 4 mois, hein, c'est 3 mois. Une piqûre par 3 mois, et ça, là, c'est un sacré bon moyen de contraception pour les adolescentes. Pour celles qui le tolèrent bien, là, bon moyen de contraception.
Il n'y a pas à prendre des pilules à tous les jours, il n'y a pas d'oubli de pilules, et c'est une injection par 3 mois. Écoutez, là, 4 piqûres par année, là, ça commence à valoir la peine. Et c'est ce que je préconise pour les pays en voie de développement, par exemple comme Haïti, ou si on pouvait leur envoyer là, un container de dépôt Provera, puis commencer à piquer les petites filles là, avec des infirmières noires, des infirmières haïtiennes, ça serait génial. OK? Parce qu'on pourra pas commencer à débarquer en Haïti avec les anovulants, les contraceptifs oraux, à prendre une pilule par jour. Voyons! Hey! Non. Il se présente au dispensaire, à chaque 3 mois, l'infirmière a la liste, puis on va se repiquer. À partir de l'âge de 12 ans, 13 ans. Ça serait génial. OK, allez, bye mon Normand. Merci Normand. Il y a des enjeux soucieux, c'est bon, bonne question. Mais sur la santé, l'impact, les articles qui sont sortis, quand on a parlé de ça, ils mentionnaient pas qu'il y avait des effets nécessairement mauvais, mais c'est pas prouvé. Mais ça avait pas l'air d'être alarmiste comme papier, c'est drôle. Mais tu peux pas prendre ça, c'est bien trop cher. Si t'en prends 3 fois dans un mois, t'es rendu à 75 $. C'est inaccessible comme moyen régulier de contraception. Mais sur le long terme, c'était pas alarmiste. C'est ce que je retiens des propos. Maintenant, comme vous dites, quelqu'un qui prendrait ça, sur une base expérimentale, tout le temps, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence sur le cycle menstruel, hormonal? Bonne question. Si quelqu'un connaît la réponse, parce qu'elle est importante, il y a de plus en plus, la pilule du lendemain, le plan B, va connaître effectivement un essor considérable dans l'avenir. Oui. Alors, la question de Normand est très pertinente. Si quelqu'un a une réponse à ça, une réponse fondée, s'il vous plaît, donnez-nous un petit buzz, on va vous prendre ça, là. Parce qu'il y a un truc, juste avant de passer à la pause, c'est que pour certaines femmes, il peut y avoir des inconforts. C'est pas majeur, c'est des nausées et tout ça. Disons que c'est peut-être moins confortable, comme si tu prenais sur une base régulière. On m'a assuré que c'était ceux qui en dispensent, là, m'ont assuré que c'était généralement très bien toléré. De moins en moins, c'est ça. C'est ça de mieux en mieux par rapport aux premières pilules qui étaient sorties, là. Pas du tout la même chose. C'est ça. Ici, bien. Cette fois-ci, on va aux préoccupations de Stéphane. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour Stéphane. Bonjour, j'aurais pour une question d'information, Dr Mailloux. On a débuté, ma famille, j'ai 4 enfants, le plus jeune a 8 ans, OK. Oui. On a commencé à lui donner du jus de talin il y a une semaine. Oui. OK. Ma question, c'est concernant la posologie. Le médecin, la prescription vient de notre médecin de famille. On a commencé le dosage à 10 mg, puis il nous a dit de monter de 5 mg par semaine jusqu'à 30. Donc, en progressant tranquillement 5 mg par semaine. Ah, attendez un peu, là. Là, la dose de départ, c'est 10 mg. 10 mg quand? 5 le matin, 5 le midi. 5 mg AM pour 8 ans, oui. Oui, OK. Là, lui, en fait, la prescription qu'il nous a faite, il nous a dit de monter, d'augmenter le dosage de 5 mg par semaine. Oui. À toutes les semaines, on augmente de 5 mg. Demain, on passera à 15. La semaine prochaine à 20, jusqu'à 30, comme ça. Il nous a dit, on peut... Non, regardez, c'est du tatouinage. Ça paraît qu'il n'est pas tellement familier avec ça. Hein. Oui, mais moi, ce que un enfant de 8 ans, s'il est moindrement hyperkinétique, vous pouvez très bien commencer à 10 mg 2 fois par jour. C'est un enfant qui a une taille et un poids raisonnable? Oui, il est dans la moyenne. Il est dans la moyenne au niveau de son développement? Oui. Ben, en général, moi, ce que je fais dans mon bureau, c'est que je commence à 10 mg le matin, 10 mg le midi, ou je donne Ritalin retard, Ritalin enveloppé, 20 mg le matin. OK. Puis là, on voit à partir de ça comment réagit l'enfant. Ben moi, c'est ça ma question. Déjà, à 10 mg, il y a une nette amélioration. J'ai parlé à son professeur ce matin. C'est-à-dire à 10 mg par jour? À 10 mg par jour, ça va déjà bien. 2 fois 5. Oui, 2 fois 5. Ben là, si à 2 fois 5, il y a une amélioration importante. Ouais, ben c'est ça, je me dis, mais on peut pas continuer de l'améliorer indéfiniment, ça c'est un moment donné, Non, c'est ça, vous avez tout à fait raison. Est-ce que je peux arrêter là ou je peux monter voir parce qu'il y a des effets secondaires aussi? Non, si son attention en classe est nettement améliorée. Ça s'est bien replacé, ah oui, c'est presque... Bon, ben pour l'instant, vous demeurez là, et dans quelques temps, ça se pourrait que dans 2 mois ou dans 6 mois, comme il va avoir grandi, ça n'en prenne plus. OK. À ce moment-là, vous montez à 10 mg 2 fois par jour. On constaterait une baisse de l'attention, ces choses-là, à ce moment-là. On peut augmenter de nous. C'est ça. Ou bien, ce qui peut arriver aussi souvent, c'est que le jeudi, vendredi, il peut y avoir une moins bonne réponse aux médicaments qu'en début de semaine. Parce que plus fatigué ou... Non. Non, parce que le médicament, il y a un phénomène d'habituation assez rapide, il y a un phénomène de tolérance à la médication. OK? Et si tel est le cas, vous pouvez très bien donner 5 mg matin-midi pour les 3 premiers jours de la semaine.
Ensuite, vous donnez 10 mg 2 fois par jour à partir du jeudi. Mais est-ce que vous pourrez supposer que j'en donne? Parce que j'en donne 7 jours par semaine. J'en donne la fin de semaine. Non, jamais. Non? Ça, non. Vous allez m'arrêter ça tout de suite. Je regrette. Je ne suis pas d'accord avec votre médecin. Le Ritalin ne se donne pas 7 jours par semaine. Il ne se donne pas le soir. Non, j'en donne pas le soir. J'en donne 5 mg. Actuellement, j'en donne 5 le matin, 5 le midi. Le midi et pas les jours de semaine. Les jours de semaine, arrangez-vous pour endurer l'enfant. Les fins de semaine, Les fins de semaine, vous voulez dire? Les fins de semaine, oui, arrangez-vous pour endurer l'enfant. Ben, moi, je vous dis, moi, le Ritalin, je trouve que c'est merveilleux. Pas pour moi, c'est pour l'enfant. Parce que moi, juste déjà une semaine, on le voit. OK. Il est juste content de lui. On ne donne pas du Ritalin 7 jours par semaine parce que ça coupe l'appétit et ça peut effectivement, si l'appétit est trop coupé, 7 jours par semaine, 365 jours par année, nuire à la croissance de l'enfant. OK. D'accord? Ben d'accord, merci beaucoup. Peu importe ce que le médecin vous a recommandé, je suis contre l'utilisation du Ritalin 7 jours par semaine. C'est uniquement pour les jours de classe. Le reste du temps, trouvez des formules, endurez les enfants. Bonjour Stéphane. Hey, Pierre, ça c'est vraiment un bon exemple de médication qui est très adaptée à l'enfant. T'observes, tu sais, il prend sa pilule, tu vois comment il réagit et t'ajustes en conséquence. Oui. Ça c'est bien ça. Pierre. Oui. Un petit courriel rapidement avant d'aller au prochain appel. Oui. C'est un homme qui écrit « D'ici les hommes qui vont aux danseuses n'aiment pas leurs femmes », comme Doc Mayou le dit. Qu'en est-il pour les hommes qui ont des revues porno et les regardent en cachette et qui ne peuvent s'en passer? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'aiment pas leurs femmes aussi? Bon, premièrement, j'ai jamais dit que les hommes qui allaient aux danseuses n'aimaient pas leur conjointe. Pas sauf ici. Puis il y a une maudite différence entre aller se faire promener des tétons d'en face dans un club de danseuses et feuilleter une revue de sexe pour se masturber. Es-tu d'accord qu'on n'est pas tout à fait dans le même rayon? Hey, mais il y a du monde qui n'ont pas un once de jugement. Mais est-ce que ça fait référence à une forme de dépendance? Je peux pas m'en passer. Si je regarde ça en cachet, je peux pas m'en passer. Il le dit tel quel. Chez moi, la dépendance, en quelque part, il y a du monde qui aime ça se crosser. Ils ont-tu le droit de me se crosser? Bon, alors il n'y a pas de problème. Hey! Cette fois, on va-tu arrêter en quelque part, là? Donc, il y a des hommes qui aiment mieux se crosser que de se mettre. Ça les regarde, non? Et si ça fait l'affaire de la conjointe, c'est bien correct aussi. Non, mais Pierre. Bon, OK, hey, non, on a l'art au Québec, là, on est rendu comme une gang de bonnes femmes hystériques. On crée des problèmes où il n'y en a pas, puis quand il y en a, on ne les voit pas. En tout cas, il vous demandait... C'est rendu qu'il y a des usines au complet qui s'en vont aux danseuses. Personne ne se surprend. Êtes-vous sauté sur le crinque? C'est justement de ça que vous aviez parlé. C'est à la suite de ça qu'on a reçu jamais dit qu'il n'y avait pas de femmes. On a engendré... Robert Sauvé le dit. On a engendré une gang de pissettes molles au Québec. Ça n'a pas d'allure. Pas parce qu'ils n'aiment pas les conjointes. Ils sont pas masculins. Pensez-vous qu'un homme qui est masculin et viril s'en va se faire promener des tétons d'en face dans un bar de danseuse? Voyons! C'était ça votre interrogation. C'était ça, Pierre. C'est exactement ce que vous avez dit. Je le sais ce que j'ai dit. Bon. C'est pas encore au stade où je déparle. Parce que vous Il y en a qui comprennent mal, par exemple. À 2 reprises, vous avez abordé la question. Vous avez dit, wow, il va falloir qu'on commence à se poser des questions quand 80% des gars dans une usine vont aux danseuses. Bon. Mais vous avez pas prolongé votre pensée. Alors, ça ouvrait peut-être un questionnement, là. Alors, la question est posée. C'est ça, c'est pas le même niveau, c'est parfait. Hey, crosser avec Playboy, puis d'aller se faire promener des tétons aux danseuses, là, wow! Hey! Mais qu'est-ce qui est le plus sain, Pierre? Ou moins sain? S-A-I-N? Interrogation, là. Voyons. Regarder des livres, c'est... Le gars qui veut se crosser, ça le regarde. Hey, on a-tu le droit de faire quelque chose, ici? Mais que 80% aillent, vous dites, c'est une masculinité ou une virilité qui n'est pas assumée. Oui, c'est exactement, ça n'a rien à voir avec la conjointe, là. C'est leur sens du masculin et leur sens de leur virilité qui est pas, qui est hypotrophié. Ça n'a pas de bon sens. OK. Hey, il y a des femmes qui demandent d'être caressées, puis ça gagne de nano-là, ça s'en va en payer dans des clubs. Oui. Tu sais, payer pour te faire promener des tétons d'en face, là. Hey, allô? Allô, mon petit casse? On entend. Allô? On entend souvent le Il y a des femmes qui te promèneraient ça au-dessus du nez, puis tu ne changerais pas une scène. Ah, ça, c'est l'autre affaire. Là, on parle plus de conjointe à ce moment-là, Pierre. Parce qu'il y en a qui vont invoquer le fait qu'ils n'ont pas une belle sexualité, ou une sexualité à leur goût avec la conjointe, pour justifier d'aller là. C'est souvent ce qui est donné comme explication. Oui. OK? Oh, une petite rationalisation à 25 cents. Ah. Tu sais?
Qui est plutôt de l'ordre de la petite piscette entre les deux jambes, là. Alors, on parle à Mégane. Bonjour, Mégane. Oui, bonjour. Bonjour, Mégane. Bonjour à vous deux. Écoutez, moi, j'aimerais revenir sur l'émission d'hier, la manipulation. Et je vais essayer de faire un résumé assez court. C'est avant-hier. Je me souviens plus, là, mais en tout cas, de cette semaine. C'est ça. Nous, on était une famille de 2 enfants, parents et les parents. On était une famille unie, on se côtoyait, on était mariés tous les deux. L'autre enfant, c'est un frère qui est mon aîné. Mégane, je vous suis pas, je n'ai pas compris. De quoi? Je suis perdu dans votre tableau. Reprenez-nous ça. OK. Vous êtes? Moi, là, oui. Je suis d'une famille de 2 enfants, oui, dont la cadette. Je suis la cadette de 2 enfants. Oui. Puis le plus vieux, c'est un gars, c'est un homme. Oui. On était mariés tous les deux. Oui. Tout le temps où j'étais à la maison, la famille elle était unie. Par la suite aussi, tant et aussi longtemps que ma mère a été en santé. Oui. À partir du moment où ma mère a commencé, elle a fait un ACV, elle était plus apte. Oui. Ça a commencé à aller très mal. Oui. Mon père était âgé de 81 ans, mais il était apte, c'est sûr. Oui. Mais il était 10 ans plus vieux que ma mère, et puis lui, il a toujours pensé que ma mère décéderait avant, et il était complètement désemparé de tout ça. Alors, c'est sûr que moi et mon frère, à un certain stade, on lui a aidé pour plein de choses. Oui. Bon, à partir de là, mon frère a commencé à manipuler, mais je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était ça. À manipuler mon père et moi-même aussi, en emmenant mon père à s'interroger sur la façon que je m'occupais de lui, de la façon que ça c'était pour l'héritage, en tout cas, toutes sortes de choses de ce style-là. Oui. Et puis, il a amené mes 2 parents, dont ma mère qui était inapte, chez le notaire. Il a fait changer le testament et le mandat d'inaptitude, dont mon père était premier mandataire et moi la suivante. Et mon frère avait signé comme témoin à cette époque-là. Oui. Et puis, la notaire, en tout cas, c'est une faute très grave, mais elle s'est pas aperçue que ma mère était inapte et elle a tout changé ça. Moi, je l'ai su seulement qu'à la mort... Attendez un peu, là. Mégane, moi, je veux bien, là, blaster bonne femme, là. Oui. Mais la notaire n'est pas médecin. Mais Pierre, quand on déclare, comment ça marche quand on déclare quelqu'un inapte? Non, regardez, je vais vous expliquer ceci, là. Toute personne, tout adulte est présumé sain d'esprit jusqu'à une preuve contraire. Ben, c'était prouvé par le médecin, là. Mégane, oui. Quand la notaire a reçu votre mère dans son bureau, est-ce que la notaire savait que votre mère avait fait un ACV? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Comprenez-vous mon point, là? Je veux bien qu'on blasse la notaire. Oui. Mais si on ne l'informe pas, on lui fait une crosse, la notaire, elle ne le verra pas. C'est pas un médecin, c'est la notaire. La seule affaire qui a été faite, par contre, c'est mon frère et mon père avaient avisé ma mère de ne pas parler. Bon. Et c'est ça, ils ont fourré la notaire. Oui. Oui. Alors, il ne faudrait pas s'en prendre à la notaire, là. On dit la notaire coupable, là, c'est bon. Ben oui. Et puis... Faites la part des choses. Alors, ils amènent la vieille, ils disent, toi, tu vas te taire, tu vas faire comme d'habitude, tu vas faire comme certaines femmes, tu fermes ta gueule, puis nous autres, on va tout régler ça. Puis la notaire, elle a rien vu. Puis c'est correct. Bon, mon frère, il a commencé, là, il y a eu, j'ai vu qu'il y avait un très gros froid entre moi et lui, puis il a amené même mon père il l'a fait installer. Oh oui, sauvez-nous les détails, là. Regardez, Mégane, sauvez-nous les détails. Arrivez au point essentiel. Je voulais juste vous dire qu'il l'a manipulé dans le sens qu'il s'est éloigné de moi complètement. Oui, c'est un sport national. Mégane, c'est le sport national actuel. OK. C'est de détourner les testaments, les héritages. C'est ça. Alors, au Québec, actuellement, là, ça grenouille dans un tas de familles pour changer les héritages, changer le testament. C'est un sport national. Et on se défend comment, comme ça? Ben là, écoutez, ouvrez-vous les yeux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont fourré à notaire. C'est comme ça.
Par contre, il y a peut-être des vérifications qui peuvent être faites. Voir si ça peut être Écoute, le changé ou invalidé. Il y a eu un procès. OK, on va revenir un petit peu. Oui. Janine, on va juste 2 minutes après. Oui, Mégane, vous restez avec nous. Vous avez des antennes. Vous sentez les gens. Souvent. Vous êtes capable de les cerner assez rapidement, puis on a des conversations, puis ça ressort, vous avez ça. Puis vous parlez de votre père à un moment donné, qui avait aussi ce genre d'antenne. Il saisissait les gens facilement. Quand t'as pas d'indices, Pierre, et les indices peuvent sortir bien des années, puis vous l'avez aussi mentionné, on voit la couleur d'une personne souvent à la fin d'une relation. Ça sort. Oui. Tu sais, c'est ça. Vrai. C'est ça. Tu peux être très déçu. On est toujours à 1 heure d'une grande déception. Oui. Sur quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Oui, mais continue. Ben, c'est ça. Je veux dire, je pense qu'on peut comprendre qu'il y a une grande déception sur quelqu'un en qui t'as cru, puis surtout en ta famille. Oui. C'est amer. Mais là, elle persiste. Puis là, elle ne comprend pas. Comprends-tu? Oui. C'est la suite qui m'interpelle. Je comprends ce que tu dis. Oui. C'est vrai qu'on peut se faire rouler. Je me suis fait rouler moi-même. Je me suis fait rouler par un de mes frères, puis je m'en confesse, je me suis fait rouler. Malgré vos antennes. Oui, malgré les antennes, je me suis fait rouler. Bon. Et puis comme il faut. Bon. Elle a pris sa pilule. Oui, mais attends. Elle est en cours. Elle s'est défendue. Oui, tout ça, c'est correct. Mais là, c'est le questionnement actuel qui, là, n'est plus normal. C'est qu'à partir du moment où elle découvre le poteau rose, tu dis, OK, là, c'est le poteau rose, je me suis gouré. Oui, je la prends ma pilule. Mais là, comment, c'est le questionnement actuel qui devient, là, inacceptable. Comment se fait-il que dans une famille unie, on puisse se faire crosser à ce point-là? C'est qu'elle en revient pas encore. Non! Puis qu'on l'a jupé, mais on l'a Tu t'es fait fourrer solide. C'est juste ça. Elle est fâchée d'avoir été jupée pendant longtemps. Et c'est légitime. Oui, ta réaction est légitime. Tu t'es fait rouler. Mais oui, mais, docteur, on était unis. C'était pas supposé arriver. Elle va finir par le dire. Oui, mais écoute, la nanoune, là, en lune, tu t'es fait rouler. Cette supposée union familiale n'était que de la frime. Alors on parle... OK, c'est clair. On parle... gueule, mais c'est pas appelé à Pierre Jean-Jacques qui m'a fait fourrer. Moi, je dis, je me suis fait avoir là, c'est pas mon meilleur coup, ça, là. Et misère. Elle me plaint d'avoir ça, puis... Alors, on parle à José maintenant. Bonjour, José. Bonjour. Oui, bonjour, José. Bonjour à vous deux. Moi, j'appelle au sujet de ma mère. OK, j'aimerais avoir un son de cloche de votre part. Ouais. Étant professionnel. Ouais, un son de cloche, là, vous voulez que le carillon? Pardon? Vous voulez un son de cloche ou le carillon au complet? Si vous voulez le clarillon, je vais prendre le clarillon aussi. ça peut sonner, José. OK. Ça peut sonner fort. OK. En décembre 2003. Ouais. On a rentré ma mère à l'hôpital. Je parle là, mon Dieu, je suis nerveuse. Non, pas nerveuse. Je parle mon conjoint, mon frère, tout ça, on a rentré ma mère à l'hôpital parce qu'elle a des troubles mentaux. Oui. Bon. Oui. C'est dû à... Écoutez, elle a dit que c'est le cosmos, OK? Oui. Qui est dans sa vie. Cosmos est dans sa vie, elle délirait. Oui, c'est ça. Puis, oui. Elle a quel âge, dans quel groupe d'âge à peu près, votre mère? 64. 64 ans, pas tellement vieille. Non. Alors, à même petit délire cosmique, le cosmos était rendu dans sa vie, les as étaient en train de l'influencer, puis tout le bras de là. C'est en plein ça. Oui. Fait que là, on l'a rentré à l'hôpital parce que là, elle mangeait plus. Oui. Puis, bon, c'est ça. Puis là, elle parlait toute seule, elle demeure dans un HLM. Oui. Fait que les madames qui demeurent là, ils ont toutes 80 quelques années. Ouais, les autres commencent à avoir peur parce qu'une bonne femme de 60 quelques années, ou un homme, quand je dis une bonne femme, là, ça peut être un bonhomme aussi. C'est ça. Fait que là, quand ça se met à parler tout seul, sur la rue, là, ou dans un appartement, dans un corridor, les autres commencent à être suspicieux, à raison. C'est ça. Mais dans son appartement, je vous dirais. Oui. Si, par contre, elle est en face, là, à l'épicerie, elle parle depuis du beau temps, puis il n'y a pas personne qui voit rien. OK. OK? Oui. Bon, là, elle est sortie après ça en février 2004, elle est ressortie de l'hôpital. Oui. Avec une médication à prendre, mais elle n'a jamais commandé sa médication. Oui, OK. Elle a dit qu'elle n'a pas eu le droit de commander ça. Oui.
sa médication. Parce qu'elle n'a plus le droit d'être heureuse. Oui. Bon. Elle est soumise à des influences cosmiques. Puis, oui, exactement. Là, il y a Dieu qui décide pour elle, puis Satan, puis oui. les esprits, ça doit voyager pas mal fort dans l'appartement. Oui. Bon, là, suite à ça, bon, après ça, même à ça, ça a quand même bien été. J'allais à chercher les fins de semaine, elle venait à la maison. Oui. Ça. Bon, là, je dirais, depuis le mois de septembre, elle ne voulait plus sortir. Oui. À Noël, elle n'est pas venue à la maison. Bon, je suis allée la visiter quand même, là, mais je recevais à Noël, elle n'a pas voulu venir. Bon, ça. Là, ça fait 21 jours, elle retourne à l'hôpital. Oui. J'ai appelé les ambulanciers. Oui. Qui sont venus la chercher. Ouais. Évidemment, je présume que c'était exactement le même délire qui est revenu. Là, ça faisait comme 3 semaines, elle sortait plus de la maison. Oui. Elle faisait livrer son épicerie. Oui. Elle était probablement paranoïde aussi. Est-ce qu'elle avait peur qu'il y en a qui viennent l'attaquer ou l'enlever? Ou... Non. C'est vraiment le Cosmos. C'est le Cosmos qui la manipule. Le Cosmos la manipulait et lui ordonnait toutes sortes de choses. Ouais. Entre autres, de rester dans la maison. Oui, c'est ça. Okay. Là, elle dit qu'il ne parle pas, par contre, mais elle ressent des choses. Oui. OK. Ouais. Des là, influences. On appelle ça un délire d'influence. C'est ça. Exactement. Les autres, ils disaient délirant, paranoïde, mystique. Oui, délire parano. C'est la même chose. Cosmique, mystique, d'influence. Oui. Fait que là, là, c'est sûr que moi... Remarquez bien, juste pour les espions là, qui font rapport au Collège des médecins, de dire que quelqu'un délire, c'est un symptôme. Alors ça, j'ai le droit de le dire en ondes. C'est pas un diagnostic. OK. Non, c'est pour les espions. C'est pour rassurer le syndic quand il reçoit ça sur son bureau, là. OK, j'espère que son médecin, il écoute. moi aussi, j'ai mes petites paranoïas. Fait que là, pour continuer... Parce qu'une fois, j'ai dit que Raël délirait s'il croyait vraiment dans ses convictions, qu'il y avait justement un délire cosmique, un délire mystique à plein tube. Exactement. Et là, l'évêque Chabot apportait plainte au Collège des médecins, mais il s'est fait ramasser. Ah oui? Ben oui, parce que l'évêque Chabot prétendait que j'avais fait de la médecine en ondes, j'avais fait un diagnostic en ondes. Ben non! Non, Chabot, j'avais simplement relevé un symptôme. Okay, un délire, c'est un symptôme. Et c'est un symptôme qui peut se manifester dans différentes pathologies psychiatriques. De toute façon, en le voyant, lui, on n'a pas besoin d'être médecin pour savoir qu'il n'est pas le type là. Oui. Là, fait que là, ça va, demain, samedi, ça va faire 21 jours qu'elle est à l'hôpital. Oui. OK. Moi, j'ai reçu, là, par un huissier, un papier de la cour, comme quoi qu'il la gardait pour 21 jours ferme. Oui. Puis après ça, c'était bon. Ils l'ont mis en cure fermée, vous voulez dire? Cure fermée. Ils l'ont enfermée, ils ne veulent pas la laisser sortir. Et là? Que ça y plaise ou pas, oui. Là, moi, mon but, OK, j'en ai parlé avec mon frère, puis là, moi, c'est sûr que je veux pas qu'elle retourne chez elle. Parce que c'est sûr qu'elle ne reprendra pas ses médications. Elle va retomber. J'ai une passe. J'ai une passe pour vous. Comment? J'ai une passe. Allez-y. Oui, vous allez rencontrer le psychiatre traitant. OK. Et lui suggérer. Ben là, c'est ça. Là. Moi, j'ai écrit une lettre, OK, parce qu'on m'a suggéré d'écrire. Parce que voulez-vous savoir ma suggestion? Oui. Vous allez suggérer au psychiatre de lui de contempler, lui donner des antipsychotiques en injection. Ah ouais? Ah, voilà. Ah. Une piqûre par 2 semaines, puis c'est l'infirmière des soins à domicile qui va aller la shooter. Ah, dis sérieux? Ah ben. Et ça, ce serait extraordinaire. Vous savez que je vous appelais pas pour rien, non? Alors, José, bonne chance. Vous parlez à un vieux loup. Hein? Vous parlez à un vieux loup de la chose. Oui, c'est ça. Hey, je peux-tu ouvrir juste une petite parenthèse de rien? Ça n'a pas rapport avec ma mère. Ouvrez-la, surtout si elle est belle. Oui, c'est ça. Non, mais c'est juste que c'est juste pour parler un petit peu des gens, tu sais, comment est-ce que les adultes peuvent être bizarres. Oui. Hier, je suis allée voir le show d'humoriste de Bellan, là. Oui. Puis, il y avait des enfants, là, de 8-9 ans dans la salle. Oui. J'ai trouvé ça comme... C'est bizarre, là. Comment des adultes peuvent... Tu sais, on sait bien que les humoristes sont des fois crus, là, tu sais. Non, mais avec Réal, c'est quoi son prénom? Réal Bellan. C'est Réal Bellan? Oui. OK, c'est cru. Ben, tu sais, surtout que la deuxième partie, là, c'était vulgaire, des fois. Étiez-vous là? Pour un adulte, c'est passable, mais... Étiez-vous là? Oui. Puis les plus gros mots qu'il a utilisés, c'était quoi? Ben, à un moment donné, il jouait aux fesses, là, il faisait semblant qu'il baisait, là, puis de glands, puis des affaires de même, puis de sauton, puis... non, vous êtes pas sérieuse. Oui. Mais exposer des enfants de 8-9 ans, ça? Ben, Mon Dieu, quelle ignominie.
Alors voilà. J'ai trouvé ça, en tout cas... Observation. Non, hein? oui, c'est ça. J'ai trouvé que c'était un petit peu, en tout cas de la part des parents. Mais il simulait des comportements copulatoires. Oui, puis c'était bien... Sur scène. Bon, culotte levée ou culotte baissée? On va être obligé d'en rester à ces observations. On doit passer à la pause. C'est beau. Bye, José. Janine Ross et le psychiatre Pierre Mailloux. Et on poursuit maintenant en compagnie de Michel. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Michel. Ça va bien, Pierre? On vous écoute. OK. Écoutez, j'aimerais parler d'un sujet d'actualité qui fait parler des femmes qui font de la prostitution. J'ai entendu dire depuis bien des années, quand je me suis documenté dans ce document-là, que ces femmes-là prenaient de la drogue parce qu'ils n'aimaient pas ce métier-là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous? En partie vrai, en partie faux. J'en ai depuis 25 ans, depuis 30 ans que j'ai commencé à faire de la psychiatrie. Oui. Alors, j'avais travaillé jadis naguère dans le quartier de la Petite Bourgogne, quand j'étais résident de psychiatrie. Et je peux vous dire que j'ai l'impression que ça doit être pas mal à être moitié-moitié. Il y a la moitié des prostituées qui se droguent, puis la moitié qui se droguent pas. Ah, il y en a qui se droguent pas. Ben voyons. Il y en a qui se droguent, mais il y en a d'autres qui se droguent pas. C'est que dès que c'est un petit peu huppé, il y a beaucoup moins de drogue. Mais la UP en dehors de la prostitution de rue, plus la prostitution est vulgaire dans les caniveaux, plus il y a de drogue habituellement. Ah bon? Les prostituées de rue, là, la plupart que j'ai vues, moi, à mon bureau, là, m'avouaient candidement que... C'est la grosse misère. Oh, c'est la grosse misère. Et Pierre, il y a une infirmière à Québec. Pas drôle. On l'a déjà mentionné ici. Elle a fait une étude auprès de je sais pas combien de prostituées, de jeunes prostituées. Et elle a... Bon... Et c'est ça, elles venaient toutes de milieux où elles avaient subi des assauts sexuels, où elles avaient été incestuées. Pour la majorité... Okay? Michel, prostitution de rue, comment un homme fait pour bander? Il y a une prostitution d'un bloc appartement, des escortes. Ah, ben écoute, il y a des... Puis sans aller... Avant de penser aux escortes, il y a beaucoup de prostitution qui se fait dans un autre, dans des appartements, dans des hôtels, et c'est beaucoup mieux. Alors vous dites que un homme qui va voir les prostituées, c'est pas un homme mature ou c'est pas un homme qui est tout là. Non, la plupart, ça peut être un homme qui a une belle personnalité, qui a une belle carrière, qui fonctionne très bien, mais au niveau de la pissette, là, minuscule. Alors, ils ont presque tous des problèmes de pissette. Tous ceux qui vont là. Ah ben oui. Tu sais, un type qui est masculin et viril, pensez-vous qu'il va aller se faire promener des tétons en pleine face par une pure étrangère? Y avez-vous pensé 2 minutes, là? Oui. Non, il va prendre une femme qui a de l'allure. Ils vont faire la même chose, mais avec une femme qui a du bon sens et qui le connaît. Pas avec une étrangère, voyons. Et vous, Michel, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben moi, je pense que là-dessus, il y a vrai. Parce que moi, je me suis arrêté à ça déjà. J'avais été influencé par ça. Mais je me suis dit, dans le fond, si une personne va là, elle a peut-être des remords de conscience ou elle se sent pas bien. Ou... Michel, êtes-vous un homme? Oui. Quand vous avez des remords de conscience, est-ce que vous bandez? Non. Moi ici, on est 2. Changez votre théorie. Quand vous êtes pas bien et que vous avez des remords, vous bandez pas. Ça, c'est vrai. Bon. Mais là, on est 2 comme ça, là. Oui, mais c'est justement... Donc, vous dites que les hommes qui vont là, c'est pas des hommes équilibrés. C'est-à-dire sur le plan sexuel. Oui, c'est ça, sur le plan sexuel, oui. Parce que ça peut être des types qui ont vraiment de l'allure. Oui, mais il y en a qui se marient aussi, monsieur, puis après ça, ils vont voir des putes pareil. Oui. Ben oui, le mariage, c'est pas une carte La plupart des hommes qui vont aux putes sont mariés. Ils font vie commune avec une femme. Qu'est-ce que vous pensez des célibataires qui vont là? Ça les regarde. C'est votre cas, Michel. Vous savez... Non, c'est votre cas, Michel. Je pense que vous avez déjà appelé. Oui, j'ai déjà appelé. Oui, c'est ça. Vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire. J'ai pas trouvé la compagne, mais je compte d'un jour de la trouver. Là. Pour l'instant... Vous savez, si vous êtes célibataire, c'est pas de mes affaires si vous allez aux putes. Moi, ce qui me regarde, là, c'est les raisons pour lesquelles vous allez aux putes. OK? Si vous êtes célibataire, habituellement, là, vous devriez regarder un peu, il y a une couple de femmes qui manquent de peau autour de vous. Alors, vous n'auriez pas besoin de payer. Ça coûte moins cher, ça peut être bien plus fun. Il y a peut-être une relation plus humaine qui se dégage de ça, là. Oui, par contre, je suis semi-voyant en passant. OK. Oui, mais ça, c'est pas grave. Il y a des femmes qui sont semi-voyantes aussi, puis qui aimeraient avoir du sexe. Passer une annonce, là, ou essayer d'établir des contacts via des groupes.
Ouais. C'est un bon conseil que vous me donnez. là. Allez, bye, Michel. Bonjour, Michel. Merci. Bonsoir, Janine. Bye bye. On parle... Il y a des femmes voyantes qui n'auraient pas de problème avec un semi-voyant. Mais oui, certainement. Certainement. On parle à Chantal C'est ça qui n'est maintenant. pas facile dans notre société, c'est les espaces de rencontre. Tu sais, on a très peu... C'est pour ça qu'Internet devient un outil intéressant. Ça fournit un espace supplémentaire de rencontre. Wow. Parce qu'hormis le milieu de travail puis Internet, les bars, là, c'est tel que tel, c'est tel que tel. Ben, c'est la valse de l'image, encore une fois, puis bon, C'est ça. bruyant, Ouais, la ouais. boucane, puis Ouais. tu sais. Alors, Chantal, bonjour. Bonjour. Bonjour, Chantal. C'est moi? Oui. Oui, ah d'accord. Alors, bonjour Madame Ross, bonjour Docteur Daillou. Écoutez, je vous appelle pour deux trucs. Vous m'avez fait rigoler tantôt quand vous avez traité de nounoune la dame qui téléphonait en disant qu'elle avait été... Elle s'est faite flouer. oui, mais moi, je crois Oui. pas qu'elle soit nécessairement nounoune. Je crois qu'elle a voulu se faire croire qu'elle était dans une famille unie. Ben, elle l'a cru, en tout cas. Elle l'a cru un certain Oui. temps, puis c'était peut-être pas vrai. Le fond est sorti. Ah, ben là, vous en remettez, là. Non, Ça, c'est non. encore pire. Non, ben je sais pas si c'est pire. Je pense que beaucoup de gens veulent croire à la famille Oui, idéale. elle a voulu se faire à croire Oui. qu'ils étaient une famille unie, alors Oui. que dans les faits, il y avait une couple de crosseurs là-dedans. Oui, puis je pense qu'à quelque part, si elle fait l'analyse, elle savait. Je suis à peu près sûre de C'est pour ça que je l'ai un peu traité de nounoune, parce que comme j'ai expliqué avec Janine, là, comme j'ai expliqué à Janine tout à l'heure, c'est que jusqu'au moment où elle réalise qu'elle s'est fait rouler, bon, ça c'est correct, là, mais c'était son questionnement actuel qui révélait quelque chose d'elle. Oui. Elle refusait. Elle refusait de comprendre. Oui, mais on était une famille. Comment pareille épreuve? C'est qu'elle répétait sans cesse que pourtant c'était une famille unie. Eh oui, moi c'est une garantie, puis même là, une famille unie, ça peut se désunir. Oui, non, mais honnêtement, par exemple, ben là, je vais peut-être être nounoune moi aussi. Mais honnêtement, j'ai 2 sœurs et un frère, et pour moi, ils sont tellement importants, et je les aime vraiment, et je crois que je sais que c'est réciproque, et il n'y aurait même pas un testament qui pourrait nous Vous divisez. non. Ouais, C'est rare. Où Ça, ça je suis existe, Chantal? certaine de ça. J'achète votre sauce, votre salade très facilement, parce que il y a du bon monde au Québec. Oui. Mais il y a énormément de crosseurs. Oui. Ça, le bon monde sont minoritaires. Quand est-ce qu'on va comprendre que la bonté, le bon monde, le monde qui ont de l'allure, le monde respectueux, ils sont minoritaires. Ils sont pas majoritaires. Mais Chantal a ce sentiment-là. Vous avez ce sentiment-là que dans votre famille, vous seriez bien, bien déçu d'apprendre le contraire parce que c'est pas ce que vous vivez. C'est ça. Pas. Mais je veux dire, et là, pour Hey, moi, attendez. Pour moi, ma famille, par exemple, c'est pas mon père et ma mère, là. C'est vraiment mes 2 sœurs et mon frère. C'est ça. J'ai compris. Ces personnes-là, je sais que j'ai une confiance absolue. Maintenant, ça prendrait combien en héritage pour vous diviser? Non, il n'y en aurait pas. Chantal. Non, moi, je suis convaincue Oui, que pour même vous. Non, je sais que si il donnerait tout à tout, mais il n'y en a pas d'argent, mais de toute façon, s'il y en avait, et si une de mes sœurs éviterait, ben je me dirais, bon. Vous parlez à travers votre chapeau. Non. Ben peut-être, parce que ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Mais j'ai en tout cas. Alors, peut-être que si nous quand il y a un héritage en haut de 500 000, ça commence à graffiner en pas pour rire. Et des héritages en haut de 500 000, autour de 500 000 actuellement, là, il y en a un maudit paquet au Québec. OK? Oui, mais, OK. Ça graffine, Chantal. Oui, mais c'est parce que je crois que si... Bon, je vais prendre juste mon exemple. C'est que je crois que si tout allait à une personne, je me battrais pas pour ça parce que je me dirais que, bon, c'est peut-être parce que je l'ai pas mérité. Et vice-versa, si ma sœur pense que c'est ridicule, elle va m'en donner de l'argent, elle. OK. Vous présumez que si jamais il y avait un testament qui était injuste, entre enfants, vous régleriez ça. Ça s'est vu aussi, Pierre. Oui. Hein? Vous avez raison, tout ça, tout ça existe. Chantal, oui, on va être obligé de faire une pause. Oui, correct? Oui. Une petite pause, puis on vous revient rapidement. Pour le dernier... Cette capsule objective. Petit point. Oui, un petit truc, en fait, pas petit, parce que je veux vraiment
remercier Dr Mayou. Je suis toujours un peu inquiète que l'émission se termine et que j'ai pas eu le temps de le faire. Alors, merci de m'avoir permis d'évoluer. Merci de m'avoir permis de couper les liens avec un père arrogant, con, imbécile et tout le tralala. Merci d'avoir grandi. Voilà. C'est juste ce que je voulais vous dire et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. On ne le vous dit peut-être pas assez. Voilà. Merci Chantal. Au revoir. C'est encourageant, ça. Ça fait un beau pendant. Ça fait un beau pendant au discours contraire. Oui, mais Pierre, on le voit beaucoup, hein, vous le voyez beaucoup par les courriels. Oui. OK, c'est très partagé. Il y a autant qui aiment ce que vous faites, votre approche parfois hérisson, mais c'est ça que les autres. Ouais. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle j'ai mal reçu le Moktouk l'autre jour, là, celui qui se faisait appeler Jean-Charles. Là. Et Moktouk nous avait appelé puis qui critiquait l'appel précédent. Et je l'ai ramassé solide pour cette raison-là, c'est que cet épais-là n'avait pas écouté l'appel précédent et il n'avait rien compris à la démarche. Cette fois-là, alors la mauvaise foi me met le faux cul. Je m'entends te le dire, là. Un individu qui est de mauvaise foi, si vous voulez m'engueuler, appelez, là, puis engueulez-moi. Mais commencez de mauvaise foi à utiliser un appel qui avait de l'allure. Là, les Moktouk, là, vous allez me trouver sur votre passage et je ne reculerai pas. J'ai mon temps à vous le dire. Plaignez-vous à Pierre Jean-Jacques, montez-vous en gang, je m'en fous. OK? Pierre. Parce que là, les Moktouk, vous allez devoir écouter des personnes comme Chantal, là. Elle a dit quelque chose, Chantal. Je sais pour vous autres que les femmes sont pas importantes, mais pour moi, elles le sont. OK? Alors voilà, et on parle à Laurent. Bonjour Laurent. Allô? Bonjour Laurent, oui. Oui, bonjour Dr Mayou, bonjour Janine. Bonjour Laurent. Je vous appelais simplement pour... mon intervention va pas durer très longtemps. Je vous appelais simplement pour faire un petit commentaire au sujet de Cuba. Docteur Mayou, vous avez parlé il y a quelques semaines de Cuba en termes assez véhéments, à propos notamment des pourboires qui étaient a priori refusés aujourd'hui à Cuba. Il y avait une déclaration du régime invitant les citoyens, non pas invitant, mais obligeant les citoyens à refuser. Il y a eu un article conséquemment dans la presse qui disait que les employés dans le domaine touristique acceptaient quand même les pourboires. Oui, en fait c'était ça. C'est-à-dire je me suis rendu à Cuba la semaine passée, je vous écoute. en fait en vacances avec ma famille, et puis j'ai pas écouté vos commentaires sur le boycott de l'industrie touristique cubaine. Je suis quand même allé là-bas pour passer du bon temps. Oui. Bon, j'invite pas au boycott, Laurent. J'invite pas au boycott. Je suis très critique du régime fasciste de Cuba. Ceux qui veulent y aller, c'est de leurs affaires, ça ne me regarde pas. Et même, comment vous le boycott n'était même pas encouragé par Amnesty International, puis Reporters sans frontières, parce que il disait justement, on sait qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas humaines, mais c'est la colonne vertébrale de la petite économie cubaine que, alors on a encouragé. C'est ça qui avait été dit. C'est drôle, hein, Laurent? Autant pour moi si j'ai mal interprété vos propos. Mais alors, vous faites bien d'y aller, au contraire, vous faites bien d'y aller tout en reconnaissant le régime. Ah non, absolument. Parce que c'est les touristes, ce sont les touristes qui vont faire tomber le régime castriste. C'est ça, moi j'ai la chance de parler espagnol correctement, et puis en dialoguant avec les gens sur place. Donc par rapport à mon intervention, effectivement, les pourboires sont toujours acceptés et sont plus que jamais bienvenus. Compte tenu de la situation effectivement qui règne sur place, où c'est pas proche du chaos, mais presque. Ceci dit, c'est quand même assez étonnant parce que quand on discute avec ces gens-là, on s'aperçoit que il n'y a pas énormément de frustration par rapport à deux points qui, à leurs yeux, semblent très positifs, qui sont la santé et puis l'éducation. Moi, je me suis baladé un petit peu en Amérique du Sud et j'ai été étonné de voir à quel point les Cubains étaient des gens allumés, éduqués, ils savent lire, écrire, et puis ils savent très bien se débrouiller. Et vous en trouverez, en tout cas, pas grand nombre pour dénoncer le système de santé qui est... Laurent, Laurent, ils se débrouillent tellement bien qu'ils n'ont pas réussi à se fabriquer des serviettes sanitaires pour les femmes. Ouais, écoutez, c'est un peu étonnant parce que moi, toutes les femmes qu'on a rencontrées avaient de quoi se pourvoir de ce côté-là. Donc,
Je ne sais pas si eux, ils n'ont pas d'industrie propre par rapport à cet accessoire, entre guillemets, mais toujours est-il que... On convient-tu que c'est un accessoire élémentaire, ça? Oui, oui, tout à fait, Hein? on convient que ça l'est. Et on m'a rapporté, ce sont des femmes qui sont allées à Cuba, et elles apportaient en cadeau des serviettes sanitaires pour les Cubaines. Oui, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Moi, j'encourage les gens qui vont là-bas parce que bon, c'est toujours... Du savon, des serviettes sanitaires, hey, c'est pas drôle, là, on rit pas, là. C'est pas des situations. Alors, quand vous me dites que c'est une race, la santé et l'éducation, c'est important, savez-vous le problème des Cubains? Savez-vous pourquoi ils acceptent le régime? Parce que les hommes ne veulent pas travailler. Les hommes cubains ne sont pas vaillants. Ah, Pierre, il y avait des... Je sais pas, Laurent, si vous avez vu ça, mais dans les complexes hôteliers, il y a des tireurs d'élite sur les toitures, là, pour pas que les touristes soient embêtés par les Cubains. Il y a une oppression, Pierre, qui est lourde. Elle est lourde. Je sais pas c'est si dur de s'en sortir. C'est particulier parce que moi, je me suis promené dans un endroit du sud de Cuba qui s'appelle Holguín, qui n'est pas un endroit très développé touristiquement encore. On peut se promener dans la rue sans être achalé. Moi, j'ai faim. Suivant les régions, c'est différent, donc. Hey, Laurent, avez-vous vu des hommes travailler? J'ai vu des hommes travailler, contrairement à ce que vous pouvez dire. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Je vous accorde, c'est assez difficile de travailler quand il fait 32 et 33 degrés constamment. Ah oui? Ben, sacrément, au Québec, là, quand il fait 32, 33 l'été, savez-vous qu'est-ce que les habitants font? Ils rentrent du foin. C'est bien possible. Saviez-vous ça? Avez-vous déjà pilé du foin sur le fanny, vous? Non, mais absolument. À 32, 33, là, c'est les plus grosses journées de foin au Québec. Pierre? Ce que je veux dire, hey, venir me dire que les hommes ne travaillent pas à Cuba parce qu'il fait 32? Maudit! Pierre, ça s'en vient ici comme ça. Ici, pareil, on trouve pas de main-d'œuvre. Pierre, est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Non, je m'excuse, je t'écoutais pas, c'est vrai. Je sais que vous m'écoutiez pas. Il y a des fermiers qui sont obligés de fermer. OK? Parce qu'il y en a plus qui veulent justement aller faire les foins. C'est dur faire les foins. Ils sont obligés de faire venir des gens du Mexique. Parce que ces jobs-là durent ici. Et on s'en vient avec le même problème, hein? S'il y a ce même problème, mais on ne veut plus travailler physiquement pour bien les hommes. C'est fou. Je ne sais pas s'il faut généraliser sur le fait que tous les hommes ne veulent pas travailler à Cuba. Il y en a certainement et probablement beaucoup qui ne travaillent pas. Mais non, moi j'en ai vu travailler quelques-uns. Dans le domaine touristique, on ne peut pas dire qu'ils se croisent les doigts. Quelques-uns. J'aime votre quelques-uns. Merci. You made my day. Merci. Bonjour, Laurent. C'est pas... J'en ai vu travailler quelques-uns. Ouais. J'ai eu des échos aussi similaires. Le travail de longues heures. En tout cas, dans le domaine hôtelier, c'est des emplois qui sont privilégiés. Oui, j'aime le quelques-uns. Bon, en tout cas, on ne peut pas généraliser. Quelques-uns. Mais l'exemple que vous donniez tantôt, c'est les foins. C'est vrai que c'est très dur. C'est pas venir me dire qu'il fait 32, on ne travaille pas. Hey! Mais Pierre... Baptiste, comment vous pensez que le Québec s'est développé? Les gars qui travaillent sur l'asphalte l'été à 32? Hein? Et sur les toitures. Les couvreurs, les briqueteurs. Hey, y en a-tu qui travaillent à 32 au Québec? C'est les plus belles journées pour faire de l'asphalte, pour faire les foins, pour faire les toitures, pour faire un paquet d'affaires. Maudit. En tout cas, on n'a pas tout le portrait, là, mais enfin. Pierre, est-ce qu'on a le temps d'un petit... On a-tu le temps d'une petite affaire? Bon, attends un peu. Non, c'est trop long. Le courriel est trop long. C'est les courriels qui sont plus courts, parfois, sont plus faciles à... Là. Alors, Tribune Libre, aujourd'hui, 7900224, 1-800-667-5241. Alors, on y va avec des préoccupations plus personnelles. On est en dehors des thèmes qu'on utilise toujours les lundis, mardis, mercredis et jeudis. Puis on a la chance aussi le vendredi de revenir sur des thèmes qui ont interpellé. Janine Ross et le psychiatre Pierre Mailloux. Marie? Madame Marie? Oui, bonjour. C'est notre petit bloc, alors on passe tout de suite. Oui, Marie. Oui, vous m'entendez bien? Lointaine! Je vais changer de téléphone. Je reviens dans 2 secondes. Allez-y. Si. Parce que la voix est lointaine. Ouais. On du moins dans mes oreilles. Oui. Pierre, tiens. Oui. Pardon. Elle est de retour. Ah. OK. Oui. Madame, vous vous êtes approchée de 100 lieues. Bonjour à vous deux. Bonjour. Oui, j'aurais besoin de votre opinion, de vos opinions et vos recommandations aussi. C'est concernant ma petite fille. Elle a présentement 2 ans.
Et puis, bon, elle vomit. Elle vomit, puis sa pédiatre l'a décrite comme étant manipulatrice, mais j'ai de la misère avec ça. Je penserais pas. Je penserais pas du tout. Je peux vous expliquer dans quelles circonstances c'est arrivé. Allez-y. Vous êtes là? Oui. On est tout oui, Marie. Oui, bon, la première fois, c'est que moi, je l'ai allaitée pendant 1 an. Elle s'endormait toujours sur moi. Et puis, j'allais la coucher. Et puis, après 1 an, quand je l'allaitais plus, bon, elle s'endormait pas toute seule. Bon, alors là, je restais près d'elle, là, dans sa chambre, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Bon, et puis, lorsque j'allais voir sa pédiatre, j'étais un peu nerveuse, un peu essoufflée aussi. Bon, faites bien ça, continuez. J'allais voir sa pédiatre pour son suivi, puis, bon, je lui en avais parlé, que c'était arrivé, puis elle m'avait dit que c'est une forme de manipulation. En tout cas, moi, j'avais de la misère avec ça. Et puis, elle dit, elle devrait s'endormir toute seule. À son âge, elle devrait s'endormir toute seule. Et puis, c'est arrivé par la suite chez le pédiatre. Elle en était témoin de ça, là. Oui. Quand est arrivé le temps de l'ausculter, c'était un peu contre son gré parce que elle n'aime pas ben ça, quoi. Ça va faire changer la couche ou si on la couche sur une table, là, pour l'ausculter, il n'aime pas ça. Bon. Puis, c'est un peu, disons, c'est un peu dur pour elle là, de se faire ausculter. Il faut y tenir les bras et la tête pour regarder ses oreilles, là, parce que puis là, elle était effrayée, là. Elle était effrayée, puis elle a vomi. Elle pleurait beaucoup? Elle pleurait. Moi, j'avais hâte qu'elle termine, là. Mon Dieu. Jusqu'à ça. J'en étais, là, là, quand je l'ai pris, là, aussitôt qu'elle a fini, je l'ai pris. Puis là, ça a sorti. Là, elle s'est dit, ce que je viens de voir, là, c'est une forme de manipulation. On voulait que, autrement dit, que ma petite fille s'était fait vomir pour que je la prenne. J'ai dit, elle s'est pas fait, elle peut pas se faire vomir. Le cœur élève, là, c'était un jeu de mots, là. Je peux pas dire qu'elle... Alors, qu'est-ce que la pédiatre recommandait? Qu'est-ce que la savante pédiatre vous recommandait? Savante. C'est un grand mot, ça. Est-ce qu'elle vous a recommandé quelque chose, la savante pédiatre? Elle était... Dans ce domaine-là, c'était pas son... Est-ce qu'elle vous a fait une recommandation? Elle a analysé la problématique, décrété que votre enfant était manipulatrice et s'était fait vomir. Est-ce qu'elle vous a fait une recommandation? Ce qu'elle m'a recommandé, si on peut appeler ça une recommandation, c'était de voir quelqu'un de compétent qui pourrait déceler ce problème-là, mais ce problème-là, elle me disait que c'était de la manipulation. Oui, mais je comprends pas de voir quelqu'un de compétent pour déceler... De quoi parlez-vous, là? C'était qui, quelqu'un de compétent? Bien, elle me suggérait d'aller voir un spécialiste. Un spécialiste, mais quel ça? Si ça se réglait pas. Oh, un spécialiste, si ça se réglait pas, parce qu'il fallait régler ça. Les vomissements de l'enfant. Un spécialiste, quelle sorte de spécialiste? Est-ce qu'elle a indiqué un spécialiste quelconque? En reflux, Pierre. Non, elle m'a pas de... Non. Elle vous a pas dit quel genre de spécialiste? Pas quel genre de spécialiste, mais... Ah, non? Non, mais elle était convaincue que c'était de la manipulation. Oui. Que, bon, une autre recommandation qu'elle m'a dit, c'est de ne pas la prendre, de ne pas la prendre, parce que là, accentuait. Parce qu'un enfant, même à l'adulte... si je la prends, la prochaine fois qu'elle va le voir se faire prendre, elle va vomir. Oui, c'est ça. Voyons ça va développer un réflexe conditionné. Et à chaque fois que vous allez lui donner de l'attention, alors laissez-la se dépatouiller avec sa frayeur, ses petites angoisses de bébé. Elle risque de vomir longtemps, la petite fille. Hein? Parce que quand on pleure à plein poumon, même un adulte, ça tombe sur l'estomac. Chère Marie, j'en profite pour souligner aux auditeurs la sensibilité absolument extraordinaire de votre pédiatre, qui est une digne femme du Québec. Bon. Alors là,
Bon, moi, là... Vous avez une pédiatre qui est sensible. C'est une femme sensible, c'est une femme qui est humaine. Elle a humanisé les soins. Pierre, elle a une compréhension intime de la maternité. Elle a une compréhension intime des bébés. C'est inné chez elle, la connaissance des bébés. Donc, Pierre, en conclusion... Un autre pédiatre, je suis allée, bon, elle faisait un rhume, bon, puis je pensais qu'elle faisait une otite. Je suis allée voir, puis j'étais un peu apeurée de ce qu'elle va vomir. C'était un homme pédiatre. Puis je l'avais averti, j'ai dit, elle aime pas se faire ausculter les oreilles, je sais pas, je pourrais peut-être la prendre, ça serait moins pire. J'ai dit, est-ce que je peux l'ausculter? Il dit, tu sais, j'ai dit, elle peut vomir. Il dit, elle vomiront. Bon. Bon, là, j'ai de la misère avec ça, là. Au lieu de l'ausculter alors que vous l'avez dans les bras, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est ça. C'est bon. Ouais. Là, je l'ai assis sur moi, elle a vomi quand même. Oui, puis? Tenir les bras et tenir la tête, là. Elle n'aime pas ça. C'est bon, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Est-ce que ce problème-là, est-ce que c'est quoi exactement, là? Qu'est-ce que vous direz de cette petite fille-là, Pierre? Elle est émotive, elle a besoin d'être beaucoup, beaucoup rassurée. Très, très émotive. Marie, à qui ressemble cet enfant? À sa mère. À la laitière. Oui, la maman est très émotive. À la boulangère. Oui, elle a beaucoup de moi. Est-ce que Marie pourrait puiser des ressources Et Marie, est-ce que vous vomissez, adulte? Non. Je pense qu'il y a de fortes chances que votre petite fille, qui vous ressemble beaucoup, ne vomisse plus lorsqu'elle sera adulte. Adulte. Alors, on ne s'en fait pas, c'est ça? Bye, Marie. Conclusion. Bonjour, Marie. Est-ce que j'avais un autre point? Lequel? Est-ce que je peux le faire rapidement? Très rapidement. Très rapidement. Oui. Bon, vous avez parlé des conséquences de faire garder son enfant très jeune à la garderie, Madame Pauline Marois. Conséquences, les bébés. Les bébés en garderie. Oui, les jeunes enfants. Parce que c'est bon, à partir de 3 ans, la socialisation, c'est excellent. Oui, après 3 ans, 4 ans. Avant cet âge-là, quelles sont les conséquences concrètes, là? Un sentiment d'abandon horrible chez le bébé. Voilà. Un sentiment d'abandon horrible pour les petits bébés. Bye, Marie. Ici Pierre Lacasse. Rejoignons notre animatrice, Janine Ross, et le psychiatre Pierre Mailloux. Alors, Pierre, on parle immédiatement à André. Bonjour. Bonjour, André. Bonjour. Écoutez, docteur, je vous écoute assez régulièrement, et puis vous parlez souvent de l'importance des mots. Et puis, ça fait à peu près 3 semaines que je pense à ça, à l'importance des mots. Et puis, la langue, ça vient du latin. C'est les religieux qui ont commencé tout ça. Est-ce que ça se peut que nos conceptions des mots ont rapport avec la conception des gens qui ont écrit ces mots-là? Continuez, élaborez plus. Okay. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. On m'a envoyé à l'école chrétienne, privée, et puis j'ai appris des mots, j'ai appris des choses. Oui. Un des mots que j'ai appris, c'est le mot souffrance. Mais l'image qu'on m'a donnée avec ce mot-là, c'était évidemment le Christ sur la croix et puis tout ça. Alors, on a essayé de nous faire, de faire à croire aux gens que la souffrance, c'est bon, et qu'il faut souffrir pour aimer. Ben oui. Vous avez tout à fait raison, André. Là, vous me touchez. Ben oui. Est-ce que c'est possible que... Oui, qu'on ait tronqué la signification de plusieurs concepts. Oui. Ben oui, vous avez raison. Mais c'est très dangereux, ça, parce que... Ben oui. On base notre vie, on fait des liens, c'est-à-dire... Oui. Avec des paroles, et puis des conceptions de ces paroles-là. Et puis, en grandissant, je veux dire, on bâtit une vie avec les pensées. Oui. Et puis, là où ça a troqué pour moi, où j'ai vu que ça n'avait pas d'allure, c'est quand on devait mettre ces pensées-là en action. Parce que je me disais, c'est pas normal de rester, par exemple, dans une relation où t'es pas heureux et souffrir. Oui. Alors, j'ai fait la relation,
quand j'ai commencé à vous écouter, j'ai fait des relations avec les mots et comment ces mots-là m'ont affecté. Oui. Et comment ça peut détruire une vie, une pensée, une façon de penser. Et le problème maintenant, c'est comment on fait avec tous ces mots-là qui ont une base religieuse. Prise de conscience, exactement, vous le faites. Vous êtes l'exemple à suivre là-dessus. Le cheminement, vous l'avez fait. Devenir conscient des mots tronqués, des significations tronquées, des mots distorsionnés, des mots qu'on a dans la tête. Est-ce que c'est possible que beaucoup de maladies mentales se développent après des liens qu'on fait avec des mots qui ont vraiment pas d'allure avec ce qui sont vraiment dans la réalité? Pas des maladies mentales, mais des troubles psychologiques, oui, abondamment. Est-ce que comment voyez-vous et qui est en faute, qui continue à faire troquer ces mots-là dans des façons qui sont vraiment pas correctes? Les institutions. Oui, puis Pierre, ça peut rester dans les familles. De tout ça. Et ça peut rester dans les familles aussi, Oui. dans le sens qu'on donne à un mot. L'autorité. Oui. L'autorité, tous ceux qui détiennent l'autorité, le pouvoir, les institutions. C'est toujours à leur avantage parce que c'est eux qui ont distorsionné les concepts, ou la signification des concepts, ou l'utilisation qu'on va faire de certains faits, comme le plus bel exemple, c'est la souffrance. Essayer de fourrer dans la tête d'une collectivité qu'il faut souffrir pour aimer. Hey, maudite gang de crackpots. Prends-tu une gang d'innocents pour avoir cru à ça? Mais docteur, vous avez tout à fait raison. Depuis quand on souffre, on est capable d'aimer, gang? Ça prend ça, si je ne reviens pas. C'est ça, je me suis rendu compte dans ma... Ben oui, vous avez un exemple extraordinaire. Oui, c'était pas... Est-ce que c'est possible que ces gens-là... Vous êtes sur la terre pour souffrir, mais si vous convainquez une gang de maillets que c'est vrai, cette histoire-là, vous êtes ici pour souffrir. Alors là, vous les faites souffrir, ils ne réagiront pas, parce que les maillets ont compris que c'était ça la vie. Mais c'est facile de faire comprendre ça, parce que la souffrance est inhérente. La souffrance, elle fait partie de la vie. Mais il n'y a pas que ça. C'est ça, il n'y a pas que ça. C'est ça, il n'y a pas que ça. Oui, il y a d'autres choses qui nous permettent de supporter les souffrances inhérentes à l'existence. Donc, si je comprends bien, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont essayé de nous faire peur. Oui. Pour nous geler dans une place, pour nous contrôler. Pour nous encarcaner. OK. Et parce qu'on peut contrôler une masse beaucoup plus facilement quand elle a peur. Exactement. La religion catholique avec l'enfer, l'islam avec je ne sais pas trop quoi, les parents avec la fessée. OK. Alors, c'est la peur. C'est le gouvernement avec les lois, l'emprisonnement, la prison. Dans certains cas, ben oui. Alors, ça va très loin. Ben oui, ça va loin. Ça va jusqu'à dans les lois que les gens écrivent. Ben oui. Pour des cas... Ben oui, parce que regardez, l'article 43 du Code criminel du Canada invite les parents à fesser les enfants. Donc, infliger de la souffrance. Ben oui. C'est ça. Puis à leur dire, vous êtes fondé de faire ça, c'est souhaitable que vous agissiez comme ça. Si vous les aimez, vous allez leur crisser une volée. Mais docteur, qu'est-ce qu'on... 1883. Est-ce qu'il faut réécrire un dictionnaire ou quoi? Non, il faut réécrire la culture, pas le dictionnaire. La culture. Le dictionnaire est correct. C'est la culture. La culture. La culture. Et n'en parler, devenir conscient de nos caractéristiques culturelles. Comme vous le faites. C'est extraordinaire ce que vous avez fait. Vous dites la culture personnelle ou la culture sociétale? Non, la culture sociétale. Sociétale. Oui, oui. Parce que c'est difficile d'avancer quand on pense pas comme le groupe. Ah, le groupe. Le groupe qui peut enfermer beaucoup. Hein? Le groupe, là, quand il est dans le champ, on y dit, vous savez, vous pouvez très bien avoir un groupe dans un champ et un individu sur la route. Et c'est lui qui a raison. C'est l'individu qui est sur la route qui a raison. Les autres, même s'ils sont d'un groupe, sont dans le champ. Mais oui, mais on est tous là dans le champ, t'es tout seul, Maillot, sur la route. Mais non, c'est pas parce que je suis tout seul que je suis pas sur la route, les amis. Mais Doc, j'en ai perdu des jobs pour des convictions pareilles. Hein. Mais... On perd beaucoup aussi. Hein. Ah, André. Oui. Il y a un prix à payer pour être seul sur la route. Mais maudit que c'est plaisant être sur la route. Oui, être en contrôle de son avenir et de ses pensées. Écoutez, c'est des moments de plaisir intérieur extraordinaires. Oui. Merci beaucoup, André. OK. Bye bye.
être seul sur la route qu'être avec la gang dans le champ. Et la gang qui contrôlerait en plus. Hein? Le seul sur votre route est libre. Être le seul sur la vraie route. Ouais. OK? Ouais. Que d'être avec le groupe qui pense qu'ils sont sur la route, mais ils sont dans le champ. Je suis en compte. Bonjour, Madame Chantal. Oui, bonjour. Bonjour, À Chantal. vous deux. J'appelle pour avoir un peu l'opinion du Dr Maillot sur le Ritalin et les changements de personnalité ou encore les bienfaits du Ritalin chez les enfants avec des troubles d'apprentissage. Oui. Je vous explique peut-être un petit peu le contexte. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Ma fille est la cadette, mon garçon a 11 ans, ma fille a 10 ans. Je les ai fait tous deux évaluer dernièrement parce que ma fille avait des troubles d'apprentissage à l'école, mais surtout des troubles elle est très impulsive. Alors elle bouge beaucoup, puis elle apprenait moins vite. Elle commence à avoir des difficultés là avec le nouveau système. On a de la misère un petit peu à savoir quelles sont les notes exactement. Là. Mais on voit que ces notes-là dégringolent. On est rendu dans les 3 et les 4 avec les nouveaux échelons qu'ils ont fait. Oui. Alors j'ai envoyé les 2 enfants parce que mon plus vieux, lui, est dyslexique et il a été diagnostiqué lorsqu'il était en maternelle. Et je voulais juste avoir pour voir là, comme 4 ans plus tard, là, 4 ou 5 ans plus tard, s'il était toujours, en tout cas, si ça avait resté le même diagnostic avec une autre psychologue. Et effectivement, lui a été diagnostiqué dyslexique. Sauf qu'il a très bien cheminé parce qu'on l'a quand même très bien suivi. Ma fille, elle, est en 4e année maintenant et les troubles commencent à sortir maintenant. Bien qu'elle bougeait beaucoup avant, elle a toujours beaucoup bougé. On me dit que c'est parce qu'il y a de nouveaux mécanismes d'apprentissage qui sont maintenant requis, qui fait que on peut détecter maintenant qu'elle a peut-être un problème. Ils ne peuvent pas détecter si elle est dyslexique ou pas encore, parce que selon la psychologue qui l'a évaluée, elle bougeait trop, elle était trop encore impulsive. Il faut régler ce problème-là avant de régler les autres. Et elle m'a suggéré d'aller voir le pédiatre pour la médication. J'ai jamais été pour la médication. C'est peut-être pour cela que j'appelle. Je veux savoir. Je sais qu'il y a des bienfaits à ça. Je sais que ça va aider l'enfant. Sauf que... Ça dépend. Ça peut aider dans certains cas. OK. C'est pas magique pour tous les cas, là. Est-ce qu'elle a un trouble d'attention en classe? Oui, c'est ça. C'est ce qui a levé le drapeau. Là, quotient intellectuel à combien? Attendez-moi une seconde. Il me semble... Ça se peut-tu 86? C'est quoi ça, Pierre? Êtes-vous sérieuse? Pardon? Êtes-vous sérieuse? Oui. 86. Êtes-vous sérieuse du chiffre? Il me semble que c'est ça qu'elle m'avait dit, 86. Et mon fils est à 89 dans ses boulots. Non, je pense que... Parce que je sais qu'il y avait beaucoup de chiffres, là, mais il me semble que chiffres... Il faudrait être plus sûr que ça, parce que, vous savez, c'est d'intelligence très inférieure à la moyenne. Elle, dans son rapport, là, c'est sûr que les chiffres ne sont pas là, vraiment, parce qu'ils ne donnent pas les résultats de l'examen comme tel. Sauf qu'elle a marqué qu'elle était très inférieure. Elle était dans la très basse moyenne. Au niveau du quotient intellectuel? Au niveau. Mais comme elle me disait, vu qu'elle était tellement active et impulsive, elle avait de la misère à vérifier si vraiment c'était ça. Fait qu'elle a dit, la première chose qu'il faudrait faire, c'est vraiment lui donner de la médication pour la calmer. Mais qu'est-ce que vous avez comme scolarité, vous, Chantal? Université. Peut-être. Mon affaire, hein? Je suis dyslexique, c'est ça que vous vouliez savoir? Ça vient de moi? Non, c'est pas ça que je veux savoir, pas en tout. Ah, OK. Je sais que j'ai des problèmes de dyslexie, mais j'ai été capable de traverser... Votre conjoint, le père de votre fille, il a quoi comme scolarité? Un diplôme d'études professionnelles. Il est technicien en informatique. Et également électricien. Là. Alors... Est-ce qu'il y en a dans la famille, du côté de votre côté ou du côté du père, qui n'ont pas des grosses scolarités et qui ont un fonctionnement un petit peu moins bon que les autres? Là? Mon frère est apprenti électricien 3e année. Mon Seigneur, pour dire là, un quotient intellectuel qui serait plus bas ou plus ralenti. Pas mal plus bas que la moyenne. Pas mal plus bas que la moyenne. Je pourrais pas vous dire parce qu'ils n'ont pas été vraiment évalués, mais bon, ce que je peux, par rapport à moi, supposons,
Oui, mon frère et peut-être un de mes beaux-frères, là. Il y en a un de chaque côté. Ou que la scolarité est plus basse, mais ils ont tous environ un secondaire, ils ont au moins un secondaire 3, secondaire 4. Ouais. Ça, c'est le minimum qu'ils ont. Parce qu'il y a, des deux côtés, il y en a une couple là, qui sont d'intelligence nettement plus basse que la moyenne. Ben, plus basse, ça dépend ce que vous voulez dire comme moyenne, mais qui peut fonctionner dans la société. Oh oui. On peut tous fonctionner dans la société. À 90, on fonctionne dans la société, mais écoutez, là, si vraiment elle a le quotient intellectuel que vous mentionnez, votre fille, elle fera pas les grosses études. Hein. Non, ça, je veux dire... Y aviez-vous pensé ou... Pardon, qu'elle ferait beaucoup d'études? Aviez-vous réalisé qu'elle n'était pas trop vive sur le plan intellectuel? Je peux pas vous dire ça parce que sa personnalité fait en sorte qu'elle se débrouille très bien. Puis quand on va discuter avec elle ou elle se tient avec ses groupes d'amis plus vieux, elle a pas un groupe d'amis. Est-ce qu'elle pourrait compenser, Pierre, par d'autres mécanismes que le quotient intellectuel à ce moment-là, c'est une petite vite, puis... Parce qu'elle s'adapte bien. C'est un enfant qui est très enjoué, qui est très sociable. Elle est heureuse comme ça? Elle est heureuse. Puis moi, ma peur... Je suggérerais de ne pas pousser, en tout cas. C'est ce que j'ai comme peur. Moi, j'ai la peur de lui donner un médicament, puis changer sa personnalité. Non, regardez, le Ritalin ne changera pas sa personnalité. Tout ce que le Ritalin peut faire, dans des cas de grande impulsivité neurologique, c'est que ça ralentit un peu l'impulsivité. C'est tout ce que ça fait. OK? Mais ça fait pas à longue échéance. Ça peut pas faire. Ça change pas la personnalité de quelqu'un. OK. C'est la seule peur que j'avais. J'avais peur que en la ralentissant pour pouvoir qu'elle étudie, peut-être que plus de connaissances qui rentrent, changer sa personnalité au fait qu'elle aura Dans un cas comme ça, ce serait intéressant de l'essayer. Et ça pourrait être intéressant de l'essayer et de voir jusqu'à quel point ça améliore sa capacité, son attention, sa concentration et sa capacité d'apprentissage. Mais si vraiment, c'est vraiment le chiffre que vous nous dites, là, c'est 86 de quotient intellectuel? Oui, c'est ça. Mais il me semble que c'est ça qu'elle avait sorti comme quotient intellectuel de mémoire parce que le verbal et le non-verbal. Oui, c'est ça. Si on fait la moyenne si on regarde son non-verbal, elle était à 86 et son verbal, elle était dans la moyenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? 90, 91, ça, je ne sais pas vraiment, mais elle me disait que son verbal était à 86. Puis votre garçon, il n'est pas beaucoup mieux? Mon fils, dans le verbal, il est à 89, mais dans le non-verbal, il est beaucoup au-dessus de la moyenne. Ah bon, OK. Ça, là, c'est correct. Lui, ça donne... C'est un enfant qui est totalement... Lui, il va être débrouillard. Il va être débrouillard pour vrai. Ben, lui, sa logique, elle est là. Il utilise beaucoup sa logique. Ma fille, ce que la psychologue semblait me dire, c'est qu'elle n'utilisera pas, elle n'est pas logique en ce moment, elle n'a pas de mécanisme pour Chantal, je vous dirais ceci après ma barre, là. Ne vous faites pas trop d'illusions sur les réussites de votre fille. Ça, j'en ai... En tout cas, après vous aviez déjà... Moi, ce que je me dis pour mes enfants, ce que je veux, c'est qu'ils se débrouillent, qu'ils poussent dans les études, qu'ils n'en poussent pas, ça sera à eux. Mais je veux pas les pousser au-delà de ce qu'ils sont capables. Ouais, exactement. Puis là, je pense que vous avez eu un premier son de cloche avec votre jeune fille, là, de mettre la pédale douce. Et vous verrez avec le pédiatre s'il y a lieu d'essayer le Ritalin ou pas. Ça peut être intéressant. Mais c'est pour ça que je demande toujours le quotient intellectuel, pour ne pas qu'on se mette à pousser sur quelqu'un qui n'a pas les aptitudes d'aller loin. Mais c'est la raison pour laquelle je les ai fait évaluer tous les deux, c'est que je ne voulais pas aller plus haut. Vous avez bien fait, et si le quotient intellectuel non verbal, c'est-à-dire dans les tâches qui ne requièrent pas de mots, son potentiel est assez élevé, votre garçon, il peut faire un maudit bon bout malgré sa dyslexie. Mais votre fille, là, on n'est pas parti pour... un gros cours, hein? Elle, c'est ça. Je sais que, en tout cas, son verbal était très en deçà de la moyenne et son non-verbal était dans la moyenne, mais on peut pas dire dans le haut moyenne. Non. C'est ça, c'est ses limites à elle. Alors, c'est une enfant qui a été très stimulée, mais qui n'a pas beaucoup de potentiel, d'après ce que vous nous dites. Oui, c'est un enfant qui est peut-être, en tout cas, qui bouge, comme je vous dis, qui est très sociable, qui est capable de beaucoup parce que sa mémoire auditive et sa mémoire visuelle, pour ce qui est des mots, apprendre, lire et ces choses-là, va bien. C'est juste quand il faut qu'elle commence à faire une stratégie, commence à organiser, là, je la perds complètement. Ça culbute, hein, c'est pas fort. Ben, c'est parce qu'elle est très
Parce qu'elle est trébutée face à moi aussi, là, c'est Non, parce que je suis non, sa mère, là. non. C'est qu'elle est limitée dans ses capacités. C'est ce que le test a démontré. Et là-dessus, ces tests-là sont assez fiables. Et elle fait ça. Allez, bonne chance, Chantal. Oh, oui. Merci. Bye et bateau. On disait, est-ce que le fait d'être heureux, ça dérange l'entourage? Ça dérange les proches. Alors, je lis, c'est José qui nous a écrit, une de nos auditrices. Elle dit, j'avais une bonne amie depuis toujours, on se voyait souvent. Un jour, elle a eu un problème, cette amie-là, avec son chum, puis elle a fait des confidences à José. Elle dit, moi, tout ce que j'ai pu lui dire, c'est que j'étais heureuse, que je n'avais aucun problème avec mon conjoint. Au contraire, on est heureux. Elle dit, un jour, elle m'a dit, toi, ta gueule avec ton bonheur, et je ne l'ai plus jamais revue. Elle dit, je sais à travers les branches qu'elle est toujours malheureuse. Moi, je suis toujours heureuse après 30 ans avec le même conjoint. Et vive le bonheur. C'est ça. Et on parle à Jacques. Bonjour, Jacques. Bonjour et bravo à vous deux. Bonjour, Jacques. J'ai commencé à prendre de l'Oxycontin, 10 mg, il y a à peu près 9 mois, parce que je faisais des pierres au rein. Oui. Et j'en prenais pas régulièrement. Et finalement, mon pharmacien m'a recommandé de le prendre 2 fois par jour. Et je voudrais savoir si je suis accroché. J'ai des symptômes qui sont parfois épouvantables, là, des sueurs, des anxiétés, des confusions, étourdissements, etc. Et j'aimerais pas prendre ça toute ma vie, là. Jacques, ce qui m'inquiète, c'est que le pharmacien il soit allé de ses recommandations. Ça m'inquiète. Il est là pour vendre des pilules, non pas là pour dire combien en prendre. Et quoi prendre? Le médecin avait recommandé ça, mais moi, je les prenais là sur demande. Quand j'avais une douleur, là, j'en prenais. Mais le pharmacien m'a recommandé d'en prendre régulièrement. Mais parce pourquoi? Que il me disait que ça faisait pas effet si on en prenait une fois de temps en temps. Mais c'est pas vrai, ça. C'est inexact. Bon, alors, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je suis pas pharmacien, donc j'ai l'avis du connaissant. Et retournez voir votre médecin de famille et rediscutez avec lui de ce que vous venez de me dire. Je l'ai fait. Et oui, quand-il dit? Il m'a dit qu'il faudrait peut-être commencer à penser à réduire. Mais réduire de combien, ça, il n'a pas eu le temps de me l'expliquer. Il n'a pas eu le temps de souligner, entre guillemets. Il n'a pas eu le temps ou il l'a pas pris ou ça ne l'intéressait pas de le prendre? Ça l'intéresse-tu, je ne sais pas. Finalement, il l'a pas pris le temps. Parce que c'est comme un détail important, hein? Oui. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un amateur de golf qui a des grandes ambitions à ce niveau-là. Alors, je pense que l'Oxycontin, pour lui, c'est très secondaire. Vous savez, j'ai des grandes ambitions avec les faux, puis ça me fait pas écourter mes consultations avec mes patients. Quand on sait à quel point ça peut faire mal, des pierres au rein, si on ne prend pas ça à la légère. Non. Je ne veux pas critiquer. Là, mais, quand est-ce que vous le revoyez, le médecin? Je le vois, il m'a dit dans 2 mois, donc dans 1 mois et demi à peu près. Bon, entre-temps, vous pourriez réduire un peu. Vous pouvez sauter. Combien? C'est des comprimés de combien, ça, là? 10 mg. Est-ce que ce sont les comprimés qui se coupent en deux? Non. Oh non, puis il faut pas parce que c'est des time release, là. Ah, séqués. Alors, il faut pas les séquer parce que je vais avoir la... Qu'est-ce qui vous empêche de... Si le médecin vous a dit que vous pouviez commencer à diminuer? Oui, j'en prends 4 2 fois par jour. Et j'ai commencé, mais dès que je diminue un petit peu, là, c'est épouvantable, les symptômes sont atroces. C'est que là, je viens tout en sueur, je tombe endormi là, sur ma chaise. Je sais pas, j'ai jamais fait de sevrage à l'Oxycontin. C'est pour ça que ça prend... Vous avez besoin d'un médecin qui connaît ça, qui est familier avec l'Oxycontin. C'est ça, oui. Parce qu'il y a toujours des réactions individuelles. Hein? Contrairement à ce qu'on pensait, on pensait que tous les humains avaient la même physiologie. On s'est aperçu qu'il y avait des grosses différences individuelles. Oui, hein, c'est ce qui complique la médecine, d'ailleurs. Oui, c'est ça qui complique. Parce qu'il y en a qui prennent de l'Oxycontin, ils arrêtent ça, puis il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres qui pourraient peut-être avoir une certaine forme de sevrage. Puis aller voir un urologue pour des problèmes rénaux je présume que vous êtes suivi par un urologue. Là, je ne voulais même pas le demander, mais... Oui, l'urologue n'est pas en faveur que je prenne ça du tout. Ah, non? Ah ben là... Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que, je sais pas, là, que j'ai jamais été un drug addict, là, mais je sais pas ce que c'est. Quel âge avez-vous? J'ai 64 ans. 64?
j'ai des problèmes cardiaques sévères là, avec ça. Puis, alors, c'est pas très drôle, mon histoire. Là. Bon, allez-y mollo. Allez-y mollo. Rediscutez-en, là, compte tenu de tout votre contexte. Là. De toute façon, il n'y a pas de presse. Le feu n'est pas pris. Vous voyez le médecin. La prochaine fois, là, demandez-lui des questions précises. Comment on va fonctionner, puis lorsque j'essaie de faire telle chose, ça provoque telle réaction. Vous allez voir ce qu'il va dire. OK? Bye. Mais est-ce qu'il y a du danger de prendre ça à longue échéance comme ça? Vous savez, il y en a plusieurs qui prennent l'oxycontin, qui prennent des analgésiques comme ça à long terme. Si on peut vous dire ça. C'est l'oxycontin, Pierre. C'est un analgésique puissant. Okay. C'est de la morphine. C'est un puissant antidouleur, un analgésique. Alors, ça peut bien étourdir, ça, c'est pas ça. Est-ce que je sais, écoutez, je ne suis pas un expert de l'oxycontin parce que c'est un médicament qui connaît une grande popularité actuellement. Oui. Oui. Qui est beaucoup plus prescrit. Alors, ça prend toujours un certain temps avant qu'on ait assez de recul pour faire des recommandations. La façon dont ça fonctionne avec les pilules, on les met sur le marché, on les essaie, puis après un certain nombre d'années, 3-5 ans, ben là, on commence à avoir une certaine expérience. On les retire du marché. Encore. C'est rassurant. Exact. Et c'est très vrai ce que vous venez de dire. Puis là, si on connaît des ratés, le médicament est retiré du marché. Bye, Jacques. Bonne chance. Parlez-en avec votre médecin. OK, bye. Et on parle également, on peut comprendre. Je suis connaisseur dans le Rivotril, puis l'Ativan, puis ces cossins-là, mais dans l'oxycontin, whoop, là, je suis moins... C'est un monde dans les médicaments. Tellement. Alors, on parle à Huguette. Bonjour, Madame Huguette. Bonjour. Bonjour, Huguette. Bonjour. J'appelle par rapport à ce que vous disiez, Nounoun, tantôt, là, la naïveté. Moi, j'appelle ça de la naïveté, peut-être, en tout cas. Depuis que je suis petite, que je pense que je suis naïve, j'ai 54 ans. Moi, j'ai toujours pris ça pour de la naïveté parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, OK? Je vais regarder des fleurs dans le champ, tout ça. Je les... comment j'expliquerais ça? Je les regarde, je les admire, puis ils me font vibrer. Là. Je sais pas comment le dire. Comment vous répétez? Qu'est-ce que vous dites là? Je suis quelqu'un d'hypersensible. Oui. C'est-à-dire sensible aux fleurs, à la couleur, à la beauté. Bon. Je regarde une fleur dans le champ, les petites fleurs délicates, tout ça, puis je les trouve tellement belles que ça me fait vibrer. Quand je dis vibrer, c'est comme... on dirait que mon énergie est plus légère, ou je sais pas. Un certain émoi intérieur, oui. Bon. Et puis, moi, j'ai toujours cru que, je suis comme un peu... je vais vous dire ce que je ressens depuis que je suis petite, OK? Je me suis toujours sentie un peu comme un lapin dans une forêt. OK? Et avec quoi d'autre dans la forêt? Je sais pas, sauf que je me sens comme un lapin très, très... j'imagine qu'un lapin doit se sentir comme ça. Je vois aller les moustaches, puis ils se poussent, là. C'est comme peur peur des autres humains. Pas de la vie en général, mais des êtres humains. Ouais. Je suis rendue à me dire que je pense que je préfère les animaux à l'être humain. Dans bien des familles, c'est facilement compréhensible. Parce qu'il y a beaucoup d'humains qui se comportent moins bien que de plusieurs animaux. Bon. Qui font preuve de beaucoup plus de brutalité et de cruauté que certaines espèces animales entre elles. Oui. Donc, je voulais vous parler de la naïveté. Est-ce que vous croyez que ça existe ou si on se fait accroire des choses? C'est-à-dire que ce qui existe facilement, ce sont des enfants, particulièrement des petites filles, qui ont été écrasés, encarcanés, mis dans des moules très tôt dans leur vie, rapetissés, et on les livre à l'âge adulte dans ce mode-là. OK.
Puis là, après, ben c'est sûr, c'est facile de leur tomber sur la tomate puis leur dire qu'elles sont naïves. Et on les a rendues naïves. On les a rapetissées. C'est ça, c'est pour ça que je me sens naïve. Ouais. On vous a empêché de grandir. Il y a beaucoup de mères, beaucoup de parents, de pères, beaucoup de parents au Québec qui ne veulent pas que leurs enfants grandissent, deviennent des adultes. Alors, ils les mettent dans des moules, des carcans serrés, puis ils désapprouvent tout ce qu'il y a de bon quand ils sont tout petits, là. Ils désapprouvent tout ça. Touche pas. Non. Tu fais de la peine à maman. Tu sais, c'est constamment des non, reproches. Ben, pauvre enfant, surtout des petites filles sensibles, là. Parce qu'elle, là, Huguette, c'est ça. Elle dit qu'elle est capable d'entrer en émoi quand elle regarde, par exemple, une fleur ou ça. Non. Oui. Alors, ce qui vous indique qu'effectivement, vous êtes capable de vous émerveiller facilement, vous avez des qualités, mais ces qualités-là ont été mises en boîte très tôt dans votre vie, probablement. Oui. Mais Pierre, qu'elle soit encore capable de s'émouvoir face à de belles choses, c'est qu'elle n'est pas morte. Mais non, elle n'est pas morte en dedans, là. Elle est mis au frigidaire, elle est mis au congélateur. Ils l'ont pas tué, là, mais ils ont juste laissé la vie. Oui, c'est ça. Juste un petit peu d'air pour respirer. En plein ça. Et vous n'êtes pas seule, chère madame, j'aime autant vous le dire. Dans la culture de moronte québécois, la majorité des parents suivent le modèle que vous avez connu. Oui. Mais on ne fera pas une grosse étude universitaire là-dessus. Non. Mais pour Huguette, là, Pierre, ces fleurs, puis les choses qui l'émerveillent encore aujourd'hui, ça devient comme, c'est un refuge, une bulle d'oxygène, c'est quelque chose qui est bon pour elle. C'est bon d'être encore capable de vibrer comme elle dit. Ben là, excusez, dernièrement, je ne suis plus capable tellement de vibrer. Okay. Je vois que c'est beau, mais... Mais elle vibre plus. Comment vous avez trouvé ça de nous appeler par midi? Ben, c'est sûr, ça me fait du bien, mais ce que je trouve qui est important, c'est que tous les gens entendent, ça fait tellement d'années, moi aussi, que j'essaie de dire des choses que les gens écoutent pas parce que c'est juste la petite Huguette qui parle, puis t'es qui, toi, pour dire que c'est mieux ça que ça. Il y a des années, j'ai plusieurs enfants, puis il y a des années, je disais, quand les films américains ont commencé à être très, très violents, tout ça, là, je voulais pas que les enfants les écoutent, puis je leur disais, c'est de la violence, puis ça va vous allez vous endurcir à un moment donné, les jeunes vont devenir violents, tout ça, puis tout ce que j'ai... Comprenez-vous? Huguette. Oui. Pourriez-vous rappeler la semaine prochaine, vendredi prochain? Oui. S'il vous plaît. OK. J'ai pris des notes, là. Essayez, si c'est possible, de rappeler vendredi prochain en début d'après-midi. OK. On va, dites-le en plus à la téléphoniste, OK? Parce qu'on n'a pas terminé. Parce que merci à toutes les